Bonsoir. Alors, on m'a dit de me mettre ici parce qu'il y avait la lumière. Voilà. Je n'ai pas l'habitude d'être sur une salle de spectacle. Merci d'être venus. Vous êtes très nombreux. Vous êtes presque 500. C'est un immense honneur pour nous de vous recevoir dans ce magnifique théâtre à l'occasion de cette rencontre tout à fait particulière, puisque nous souhaitons, pendant les 2 heures auxquelles nous allons passer ensemble, vous présenter quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez Intermed. C'est une typologie de voyage particulière, ce sont nos voyages événements. Et pour nous, ces voyages qui ont existé chez Intermed depuis très longtemps et que nous souhaitons relancer et développer, ce sont des voyages qui reposent sur un triptyque, une destination, une belle destination, une personnalité ou plusieurs personnalités qui vont venir voyager avec vous et un thème qui peut être de la géopolitique, de la science, la littérature, de la philosophie, et un thème qui est un fil rouge de ce voyage. Voilà. Donc, il y a un petit truc en plus dans ces voyages événements, c'est qu'au-delà du voyage en tant que tel, des conférences, des tables rondes, il y a aussi une rencontre, une forme d'intimité entre un public qui généralement est assez intéressé par la thématique proposée et les personnalités qui l'accompagnent. Donc c'est une forme d'intimité qui est assez exceptionnelle et c'est pour ça que l'immense majorité de nos clients reviennent enchantés de ces voyages. Voilà. Et donc nous sommes très heureux de vous présenter notre proposition pour l'année qui vient. Nous avons 12 voyages qui vont vous être présentés ce soir. Alors pour les présenter, j'ai 2 personnes qui vont venir m'aider. Je vais demander à Émeric Péniguet de Stutz et Marie-Madeleine Rigopoulos de me rejoindre. Il faut que je reste dans la lumière. Voilà. Merci. Je vous remercie de les accueillir. Merci, cher Hervé. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, je vais très brièvement vous présenter Émeric et Marie-Madeleine. Alors, Émeric, je pense qu'un grand nombre d'entre vous, vous le connaissez déjà. Émeric est administrateur des monuments nationaux et conférencier intermède depuis près de 10 ans. Donc, ça fait beaucoup de voyages réussis. Et c'est Émeric qui va, sur chacun de ces 12 voyages, ou une grande partie de ces 12 voyages, vous présenter un peu le triptyque que nous vous proposons sur l'année 2026. Voilà. Et pour accompagner Émeric, Marie-Madeleine, que vous connaissez peut-être moins avec Intermed, voilà, c'est la première fois que nous faisons un événement ensemble. Marie-Madeleine est journaliste littéraire, elle a été commissaire générale du salon Le Livre sur la Place à Nancy et directrice artistique du Salon du Livre à Paris. Voilà. Et donc, Marie-Madeleine va interviewer 3 invités qui nous font l'honneur d'être venus ce soir et qui vous font l'honneur d'être là avec vous. Nous avons Hélène Monsacré, qui participera sur une magnifique croisière en Grèce autour du thème de la mythologie au mois d'avril. Nous avons également Michel Etchaninov, qui accompagnera également une magnifique croisière sur la Baltique, sur le thème que nous avons baptisé « Nid d'espions ». C'est assez tendance en ce moment sur la Baltique. Voilà. Et pour finir, nous avons un invité d'honneur, Olivier Weber, qui nous rejoindra pour partager, c'est un grand voyageur, un grand écrivain, et pour partager avec nous quelque chose qui rejoint un petit peu cette thématique des voyages événements, c'est-à-dire que l'association d'un voyage et d'un voyage intérieur. Voilà. Donc merci à tous d'être venus. Je vais passer la responsabilité de la suite de cette présentation à Émeric. Et je vous dis à très bientôt. Je reviendrai pour vous expliquer la suite. Merci beaucoup pour ces mots et cet accueil à Hervé Lafont. Donc, je vais commencer, si vous le voulez bien, par la croisière dans les coulisses de l'Olympe du 16 au 23 avril 2026 dans un bateau affrété spécialement pour Intermed, la Belle de l'Adriatique. Alors, Hervé Lafont vous l'a dit à l'instant, voyage et événement, c'est une destination. Cette destination, c'est les Balkans.
précisément la Grèce, l'Albanie, la Croatie, les Balkans. Hein, vous savez qu'il y a cette étymologie un peu fantasque à l'époque romantique où on dira que c'est de miel et de sang. Ce n'est pas tout à fait exact, mais on aura toute une croisière pour en débattre. Nous irons donc du Parthénon d'Athènes jusqu'à la vieille ville de Dubrovnik. Nous naviguerons donc dans le sud et l'ouest de la péninsule balkanique à la découverte des sites antiques majeurs, je pense à Épidore, je pense à Olympie évidemment, des sites également des périodes franques, des périodes byzantines, je pense à Mistra qui est une forteresse extraordinaire, et même de la période ottomane avec Ioannina, et plus récemment encore les sites marqués par l'indépendance de la Grèce au XIXe siècle. Donc variété de sites, mais un thème. Hervé Lafont vous l'a rappelé, chaque voyage est structuré par un thème. Le thème ici, c'est la mythologie. La mythologie, car nous serons accompagnés par deux hellénistes distingués, Pierre Judet de la Combe et Hélène Montsacré. Alors nous allons avoir le privilège, c'est très impressionnant pour quelqu'un comme moi, de savoir qu'Hélène Montsacré va nous rejoindre. Pierre Judet de la Combe, vous le savez, est directeur de recherche au CNRS. Certains et certaines d'entre vous, certainement, ont suivi son émission sur France Inter. Oui ? Oui, soutenez-moi, on est très seuls sur scène, donc vous avez le droit de participer. Donc, évidemment, hein, quand les dieux rôdaient sur la terre, c'est un immense sachant, on aura ce privilège d'être accompagné par lui. C'est aussi un philologue, hein, il a traduit, je le rappelle, Médée d'Euripide, les grenouilles d'Aristophane, un grand connaisseur du théâtre antique, et il a, l'année dernière, je crois, publié chez Albin et Michel une nouvelle traduction de l'Iliade. Et puis, vous avez les antisèches derrière moi. Nous aurons également le plaisir d'accueillir à bord du 16 au 19 avril Christophe Onodibio, romancier, journaliste. Qu'est-ce que vous avez lu de lui? Plongée, peut-être? Oui. Hein. Plongée, trouver refuge, qui se passe au mont Athos, au cœur de la Grèce. Et il a publié tout récemment Mer intérieure, une ode à la mer et à ses merveilles, où il partage, comment dirais-je, sa mythologie personnelle. Parce que pour tous ceux qui sont allés en Grèce, pour tous ceux qui nourrissent une fascination pour cette culture, eh bien, nous avons tous notre mythologie. Moi, mon grand héros, c'est Pélops, l'héromène de Poséidon, le mari d'Hippodamie, celui qui a donné son nom au Péloponnèse, hein, Pélops. À l'époque moderne, on aura l'occasion d'en parler. Donc, au fil des visites, nous allons découvrir ces sites extraordinaires et vous aurez l'occasion de compléter votre profil de parfaite et parfait humaniste, j'imagine, puisque vous le savez, cette mythologie, eh bien, sous-tend toute l'histoire de l'art, de la Renaissance, je dirais jusqu'aujourd'hui, mais au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Je vous remercie. Et puis, si vous me permettez, Aymeric, j'ajouterais, puisque vous avez évoqué Christophe Onodibio, qui a aussi écrit La Minute Antique, une chronique qui permet un éclairage de l'actualité, l'actualité brûlante, par le prisme, et oui, de la mythologie, parce que c'est une manière aussi de montrer que la mythologie, certes, c'est une histoire qui a des siècles et des siècles d'existence, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement contemporain, encore aujourd'hui, d'universel. Je vais demander à Hélène Montsacré de nous rejoindre. Hélène Montsacré, qui est docteur ès lettres, qui est helléniste, éditrice. Bonsoir Hélène Montsacré, merci de nous, bien sûr. Merci de nous rejoindre et d'être là pour partager ce petit moment avec nous, pour nous donner envie de partir avec vous sur les traces des grands mythes d'Homère, de la Grèce tout simplement, avec tout ce que ça représente pour notre imaginaire. Je disais, vous êtes éditrice, vous dirigez notamment le département de sciences humaines chez Albin Michel, mais vous êtes aussi à la tête de la collection Classique en poche aux belles lettres, et vous avez dirigé un ouvrage intitulé Tout Homère, qui a été publié en 2019 dans une co-édition Belles Lettres Albin Michel, dans lequel contribue un certain Pierre Judet de la Combe. Alors, Homère, parce que quand on parle de mythologie, évidemment, Homère est présent et surveille nos propos. De quoi sera-t-il question dans ce voyage? À la rencontre de quel grand mythe pouvons-nous aller?
Bonsoir à toutes et à tous. Bien, écoutez, Homère, c'est le socle, pas seulement de la civilisation grecque et de ce qui, dans la plus grosse partie, nous est parvenu de cette mythologie, mais c'est là que tout se joue. Donc, vous dire de quoi il sera question, j'imagine que Pierre Judet de Lacombe vous parlera beaucoup de théâtre, à Épidore notamment. Il a été évoqué ses traductions, que j'ai eu le plaisir de publier. Christophe, je pense qu'il va nous faire promener avec Ulysse les sirènes, les harpies, toutes ces bestioles épouvantables. Et moi, je pense que ce voyage pourrait avoir eu beaucoup d'autres, proposer beaucoup d'autres escales. C'est la lumière, c'est la beauté, c'est la mer. Et encore une fois, moi, je suis une homérisante, donc je reste accrochée à ces deux grandioses poèmes, 8e, 7e avant notre ère, qui sont le socle complet. Tout est là. Et ce qui, je pense, au XXIe siècle, nous émeut, nous parle, c'est à la fois une forme de modernité. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de recette de vie. Ces dieux sont, on en parlera longuement, sont bizarroïdes, affreux, mesquins, minables, magnifiques à d'autres moments. Et voilà, je pense que la mer, le soleil et les très très beaux, à la fois monuments, les très beaux vestiges que l'on va avoir la chance de découvrir ou de redécouvrir, vous êtes complètement dans cette beauté grecque qui est, à mon sens, toujours très présente chez nous. Vous parlez de la lumière, vous parliez des monuments. Alors pendant que vous parlez, Hélène Monsacré, on voit des images de ces lieux somptueux. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'en se rendant sur ces lieux, on comprend peut-être l'inspiration des poètes, la naissance justement des grands mythes, parce que confronté à ces lieux si impressionnants, à cette lumière, à cette mer Méditerranée aux couleurs changeantes, c'est une source aussi d'inspiration. Oui, alors je pense que si on veut être précis, un peu respecter la chronologie, bien évidemment, la poésie homérique, qui est très très ancienne, elle est antérieure, n'est-ce pas? Donc ce que l'on sent de la Grèce profondément, c'est, encore une fois, la mer, la lumière et ses destinées, ses destins individuels qui sont, pour les deux grands poèmes, complètement... qui décrivent un Achille d'un côté, un Ulysse de l'autre, qui sont une sorte de quintessence de ce que peut être la civilisation grecque. Mais c'est une civilisation très, très ancienne, puisqu'elle fait référence à des siècles passés. On les appelle les siècles obscurs. Ce qui veut dire qu'on sait à peu près rien, mais c'est vers 1200 avant. Et c'est tout ça. Si vous voulez, pour les très belles... Je pense à Épidore, notamment. Épidore, c'est postérieur, forcément. C'est le moment du théâtre. C'est après. Un théâtre de mais 14 le 000 théâtre, places. le retour, plutôt l'expédition à Troie, le retour des Grecs, etc. Ça, c'est penser à Agamemnon, à Iphigénie, etc. Toutes ces pièces, c'est l'Iliade. Donc voilà, c'est un peu... Je ne pense pas être totalement, pas mal quand même, mais totalement obsédée par Homère. Mais franchement, il y a tout. Regardez, les petits-enfants, nous-mêmes, tous, je suis convaincue, tout le monde a tremblé quand on lui a lu l'histoire du Cyclope, cette espèce de cannibale
qui mange les gens tout crus, il a un seul œil. Bon. Tout le monde, Achille est magnifique. Il est terrible, mais il est magnifique. Tout le monde a un peu, je crois, eu, en tout cas moi, ça m'est arrivé souvent, l'envie d'être aussi fort. Héroïque. Aussi héroïque, aussi intransigeant. Bon, pensez à Ulysse. Ulysse, c'est l'humanité, Ulysse. Il est menteur, il est rusé, il est toujours à avoir les pieds, il essaie, alors qu'il est beaucoup, beaucoup sur l'eau, sur terre. Bon, et puis les femmes, c'est magnifique. Enfin, on en parlera. Mais Pénélope, elle est incroyable, elle est géniale. Bon, Oui. donc tout ça, je pense que ça, c'est le socle de notre culture, d'abord d'enfants, et ensuite de ces grandes figures mythiques. Et c'est aussi quelque chose qui nous parle maintenant. Ulysse, les migrants, l'errance, la mer, tout ça, ce sont des choses L'identité aussi. L'identité, bien évidemment. Vous parliez des femmes d'Ulysse, puisqu'on parle des femmes aussi, il sera question du rôle des femmes dans la mythologie. Oui, ça en principe, c'est un peu ce dont je dois m'occuper. D'abord, la première femme, Pandore, qui est une invention, une création masculine déjà. Totalement masculine, mais vraiment, c'est pas pour entrer dans des espèces de je veux pas être là-dedans dans ces choses binaires, mais elle est épouvantable, Pandora. Hein, elle a été fabriquée avec de l'argile, avec de l'eau, par un dieu. Elle est d'une beauté irrésistible. Elle est une punition. Ça, on racontera tout ça. Et elle est d'une beauté telle que les hommes qui vont venir, puisqu'elle sera la mère de toutes les femmes, ne peuvent pas résister au désir qu'elle suscite en eux. Mais à l'intérieur, c'est pour ça que je parle d'artifice, à l'intérieur, elle n'est que mauvaiseté, si l'on peut dire, ruse. Elle est épouvantable. Curiosité malsaine, évidemment. Oui, bien sûr. Et elle est un beau mal. C'est amusant, évidemment, mais elle est un beau mal. C'est-à-dire, elle est un piège. Et ça, je crois qu'on le sait tous, cette mythologie des origines, elle n'est pas seulement réservée à la Grèce. Première femme, c'est pas formidable. Évidemment, il en sera question pendant le voyage, mais elles ont, comme souvent dans toutes les mythologies, pas toujours le beau rôle, mais il arrive quand même qu'il y ait des figures féminines positives en mythologie. Bien sûr. Alors, on a parlé très vite de Pénélope. Mais Pénélope, elle est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est pas l'espèce de bonne épouse fidèle. Un peu, et puis elle ruse aussi, Pénélope. Elle ruse aussi, comme son mari. Elle ruse, elle est courageuse. D'ailleurs, beaucoup de choses la décrivent comme un roi de substitution pendant l'absence d'Ulysse. Tout ça, c'est très intéressant. Et de nouveau, nous renvoie, je trouve, à la très grande finesse de cette poésie homérique. Hélène de Troie, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Hélène de Troie, qui est quand même aussi une victime. Bon, on en reparlera, mais elle est aussi un poète. Bon, Andromaque, je parle des figures de l'épopée, mais on va trouver la suite avec Cassandre, avec Iphigénie, avec Clytemnestre, Antigone, bien sûr. Ce sont des figures extrêmement complexes et il y a beaucoup d'ambivalence, mais il y a aussi beaucoup d'ambivalence de l'autre côté. Ce qui est formidable, c'est qu'avec les dieux de l'Olympe, quand on parle d'eux, on parle un petit peu de nous. Vous l'avez dit, avec toute la complexité, les dichotomies, les contradictions qui sont les nôtres. Mais bien sûr. Alors, j'avais pensé, juste parce que je trouve que cette petite phrase est magnifique, spirituelle et
à mon sens, d'une très grande actualité. C'est une petite citation de Paul Venn qui parle des dieux de l'Olympe, dont il sera question beaucoup, notamment Pierre Judet, qui a raconté tous ces mythes et dont la deuxième série arrive là. Bon, alors, Paul Venn nous dit « Ces dieux païens qui, perchés sur l'Olympe, se chamaillent, se jalousent, se contredisent, sont beaux et ne nous effraient pas. Ils nous sont familiers. C'est le bazar démocratique, les dieux d'Homère. Il n'y a rien de métaphysique sur l'Olympe. C'est de la politique, avec ses impasses, ses retournements, ses débats. On n'y croit pas à ces dieux. Ce sont des dieux littéraires. Dans l'épopée, on observe un dédoublement entre la croyance, la foi et le récit culturel littéraire. Et il conclut, et je trouve que c'est quand même magnifique, en disant « La poésie n'est pas un catéchisme ». Si vous voulez la suite, il faudra venir avec nous à bord du bateau. Avec Hélène Mansacré, un immense merci d'avoir partagé et donné envie de faire ce voyage. Merci beaucoup Hélène Mansacré. Merci. Aymeric, nous partons où ? Je vais rester un tout petit peu sur cette destination pour vous rappeler que, évidemment, nous avons ces grands intervenants qui partageront avec vous leurs connaissances lors de conférences, mais que l'avantage d'une croisière, c'est que vous avez aussi la possibilité d'échanger avec eux sur le bateau. Il y a une forme d'intimité qui se crée et des échanges informels qui vous donnent l'occasion d'échanger. Et puis évidemment, vous serez accompagné également par des conférenciers d'intermède. Nous partons bien loin. Je vois le panneau qui s'est éclairé derrière moi vers la Baltique. Alors c'est aussi une terre de mythologie très différente, puisque avec très peu de sources écrites, et ça n'est pas du tout le prisme, hein. Hervé Lafont vous l'a dit tout à l'heure, une destination, des personnalités, un thème. Ici, le thème, c'est l'espionnage et la philosophie. Alors comme la Grèce est le berceau de la culture européenne, en tout cas telle qu'on va la redécrire à partir du 19e siècle, eh bien, de la Renaissance d'abord, puis le 19e siècle, la Baltique est le creuset de sa modernité. La Ligue hanséatique a façonné l'Europe moderne et la Baltique, Monsieur Lafont vous l'a dit tout à l'heure, demeure un enjeu stratégique majeur de notre actualité. Ça donne extrêmement envie de s'y rendre. C'était une des destinations les plus incroyables que vous propose ici Intermède. C'est une destination exceptionnelle. Donc, nous allons évoquer dans un moment avec Michel Etchaninov eh bien, ce thème de philosophie et d'espionnage ou de renseignement. Ce sera peut-être l'occasion d'éclairer cette nuance. Mais nous nous réjouissons aussi, sur cette croisière, d'être accompagnés par Olivier Pourriol. Alors, il vous est familier, hein, évidemment, puisqu'il est le créateur de Cinéphilo. Cinéphilo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une expérience qui consiste à faire converser cinéma et philosophie, images et concepts, films et textes, en offrant une approche, je ne dirais pas ludique, mais en tout cas décontractée et pourtant exigeante et érudite. Chaque séance donc aborde une question philosophique à partir d'extraits de films, et nous en aurons 3 lors de cette croisière sur la Baltique. Un cinéphilo sur Hitchcock, évidemment, sur le thème de l'espionnage. On pouvait difficilement faire l'économie d'Hitchcock. Un autre d'une actualité troublante sur la surveillance. Évidemment, on pense à surveiller et punir, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement moderne dans l'hypervisibilité et la surveillance permanente des uns et des autres. Ce sera le deuxième thème. Le troisième, ce seront évidemment les espions à travers un cinéphilo sur la vie des autres. Et puis, nous aurons également le privilège
d'avoir à bord, et je remercie encore Intermed et toute l'équipe de production qui pense à ces plateaux extraordinaires, eh bien, nous aurons Bernard Minier, qui est certainement, vous le savez, le plus grand auteur de thrillers français actuellement. Je crois que Glacé s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Hein. C'est énorme, 1 million Oui. en France. Non, c'est même plus, c'est 6 millions en France et c'est 1,5 million à l'étranger. Et il Sur est traduit en l'ensemble de ses 28 livres, langues. oui. Sur l'ensemble de ses livres, mais sur Glacé uniquement, je crois qu'on Glacé, oui, on absolument. frôle le 1 million. million. Hein, on frôle le million, c'est vraiment extraordinaire. À tel point, puisque nous sommes sur la Baltique, qu'on peut dire aussi qu'il est l'une des meilleures ventes en Scandinavie, particulièrement en Norvège, alors que c'est le berceau du genre, du polar, du thriller. Et évidemment, vous l'avez certainement lu. Donc Bernard Minier sera avec nous au cours de cette croisière et il vous présentera des conférences. Comme je vous l'ai dit, il y a la conférence un peu magistral, en tout cas en assemblée, comme nous le sommes là. Et puis, comme nous l'aurons tout à l'heure d'ailleurs, il y a des temps de partage et d'échange. Il a choisi donc évidemment l'espionnage en littérature d'Homère et Balzac à John le Carré. John le Carré, son idole, évidemment, incontournable. Et puis, au-delà d'être un auteur, Bernard Minier est un grand connaisseur de l'œuvre de John le Carré. John le Carré qui sera l'objet de sa seconde conférence. C'est une croisière de 13 jours où nous nous arrêterons dans 7 pays avec un temps particulièrement appréciable à Copenhague, puisque nous aurons à Copenhague la possibilité, nous passerons une nuit à Copenhague et également une nuit à Stockholm, à Copenhague à l'hôtel et à Stockholm à quai. Vous verrez des trésors, vous verrez Christian Borg, vous verrez Rosenborg, vous verrez les joyaux de la couronne danoise, et puis vous verrez également, hein, puisqu'il y a le thème et l'ensemble des visites, vous verrez les grandes villes hanséatiques que sont Gdansk et Tallinn, vous verrez le quartier Art Nouveau de Riga, vous verrez, je l'ai dit, Stockholm, Helsinki également. Donc voici pour cette croisière où vous aurez aussi des options dans les excursions. Vous aurez la possibilité, j'y reviendrai tout à l'heure, de voir le musée Vasa, musée extraordinaire, hein, une expérience immersive sur l'un des bateaux de guerre, parce que on l'a dit, hein, la Baltique a toujours été un enjeu stratégique, un navire de guerre qui a été le plus remarquable de la Baltique et qui, comme vous le savez, n'a pas dépassé son temps d'inauguration, puisque sitôt après être parti, eh bien, il a sombré. Je ne serai pas sur cette croisière, ce seront mes collègues Laurent Abri et Gérard Bonidan qui vous accompagneront, mais je les envie. Très honnêtement, c'est une des plus belles destinations que Intermed vous propose. Oui, ça fait vraiment envie. Et d'ailleurs, pour donner encore plus envie, moi, je vais demander à Michel Elchaninov de nous rejoindre. Michel Elchaninov, qui est agrégé docteur en philosophie, spécialisé en phénoménologie et en philosophie russe. Bonsoir, Michel. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine et vous nous faites l'immense plaisir d'accompagner ce voyage. Alors, philosophie et espionnage, mais quel rapport entre philosophie et espionnage? C'est absolument fascinant. Vous m'en avez soufflé quelques secrets à l'oreille il y a quelques jours au téléphone et j'aimerais que vous nous expliquiez quel est le lien que l'on peut faire entre l'espionnage et la philosophie. Bonsoir à tous, ravi d'être là avec vous. Alors effectivement, espionnage et philosophie, a priori, il n'y a pas un rapport évident. C'est un rapport secret. Évidemment, on va parler d'espionnage. Il y a peu de livres de philosophie sur l'espionnage. Il y en a certains, mais ce ne sont pas des grands livres. Mais pourtant, quand on y réfléchit un peu, il y a un rapport très très profond. Pourquoi? Au moins pour 2 raisons. D'abord, l'espion, et on le voit dans les romans de John le Carré, par exemple, c'est celui qui se rend compte, qui comprend et qui finit par savoir que le monde n'est pas ce qu'on nous raconte, que les actualités, les acteurs politiques, les acteurs étatiques, les inimitiés officielles, les amitiés ne sont pas ce qu'elles sont. Et donc l'espion, et ça c'est très troublant, se rend compte que le monde n'est pas du tout ce que nous racontent les médias, les acteurs officiels, etc. C'est exactement la même chose pour les philosophes. L'interrogation métaphysique première, c'est de se dire que peut-être le monde n'est pas
ce qu'il nous paraît être. Quand Platon, dans le livre 7 de la République, raconte le fameux mythe de la caverne, eh bien, il dit que nous, les humains, en fait, nous sommes dans une sorte de salle de théâtre, de caverne, où nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons des ombres d'objets projetés, enfin les ombres projetées d'objets qui se promènent derrière le dos de ceux qui sont enchaînés dans cette caverne. Il faut sortir de la caverne pour se rendre compte que le monde n'est pas fait de cette réalité périssable que nous sommes, mais qu'il y a des grandes idées à comprendre, à analyser, à conquérir. Et donc Descartes, à un moment au XVIIe siècle, se demande, mais finalement peut-être que ce monde matériel est une illusion, peut-être que le monde est un songe, et qu'il faut aller de l'autre côté du rideau. Derrière le miroir. Et donc ça, c'est l'interrogation métaphysique et c'est l'espionnage. Et donc, en quelque sorte, quand nous faisons de la philosophie, nous devenons un peu espions. C'est le porteur du masque par excellence, sachant que nous en portons tous des masques en société, en famille, avec nos amis, avec nos amours. L'espion, c'est celui qui peut-être ne sait plus où est son visage et où est son masque. Alors c'est la deuxième interrogation philosophique que porte l'espionnage. Vous vous souvenez sans doute de cette série extraordinaire, Le Bureau des légendes, avec Mathieu Kassovitz, une série de Canal+, où on voit cet agent de la DGSE français qui avait un nom, une famille, une identité, qui ensuite est devenu quelqu'un d'autre, qui ensuite devient encore quelqu'un d'autre. Et à un moment du film, il se dit, mais finalement, qui suis-je ? Ai-je une identité ? Et ça, c'est une interrogation aussi qui est profondément philosophique et que se pose par exemple le philosophe John Locke en disant, mais qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Qu'est-ce qui peut me démontrer que je suis telle personne ? Pas seulement ce qui a marqué sur mes papiers d'identité, mais que je suis cette personne que je crois être depuis mon enfance. Peut-être qu'en fait, c'est une conviction que je me raconte et qui n'est pas vraie. Et quand on réfléchit au masque que prend l'espion, nous, dans toutes nos vies, nous aussi, nous arborons des masques, nous empruntons des rôles sociaux, nous sommes tour à tour, telle ou telle personne dans son travail, telle personne dans sa famille, telle personne avec ses amis. Et nous avons aussi parfois le privilège de changer de vie, ou le fantasme de changer de vie. Donc en fait, cette question de l'identité, elle est portée profondément par l'espionnage, et ça les grands films d'espionnage, Hitchcock le montrent, et ça Olivier Pourriol le montrera très bien, mais c'est quelque chose qui est aussi profondément philosophique, et en fait donc ça veut dire qu'il y a un rapport extrêmement profond entre une interrogation sur tout ce qui est, et cette espèce de manière d'aller au-delà du miroir qu'est l'espionnage. Ce qui veut dire que quand on regarde par exemple un film d'espionnage, évidemment c'est le plaisir du divertissement, c'est l'action, c'est tout ce qui s'y passe, mais quelque part ça nous renvoie aussi à un miroir, ça nous parle de nous. Ça nous parle de nous et c'est à la fois quelque chose qui peut être très angoissant, comme chez Hitchcock, quand on se rend compte finalement que toute la réalité qui nous entoure est fausse, que ceux qui nous entourent, qu'on pensait être nos amis, sont en fait nos ennemis, qu'on voit aussi dans tous les grands romans d'espionnage. Tout d'un coup l'espion se retrouve seul. Et c'est inquiétant, en même temps c'est un fantasme. C'est le fantasme d'être quelqu'un d'autre. C'est le fantasme de découvrir dans notre monde des réalités que d'autres ne connaissent pas. Donc c'est aussi très dangereux, parce que c'est aussi porteur de théories du complot, de délire paranoïaque. Et l'espionnage, je crois qu'il parle aussi à nous en tant que personnes du XXIe siècle, parce que nous vivons dans ce monde des fake news, ce monde des réseaux, et en fait nous sommes aussi embrigadés dans cette mise en soupçon du monde, qui est à la fois très philosophique, très contemporaine et peut-être aussi très dangereuse. Oui, on vit dans le monde aussi du complotisme, de la paranoïa. Alors, philosophe, alors la philosophie est un sujet pour un espion, mais est-ce qu'il y a des philosophes espions ? Alors, officiellement non, mais j'ai apporté un dossier. On va tout savoir ce soir. Il n'y a rien écrit dessus, volontairement, j'ai encore rien écrit dessus. Et dans ce dossier, j'ai des fiches. J'ai des fiches sur des philosophes dont j'ai étudié la vie ou l'œuvre, et je retrouve alors des philosophes connus, d'autres moins connus. Leibniz, le grand philosophe allemand Leibniz, qui rêvait d'une harmonie de toutes les religions, de tous les peuples dans le monde. Il avait été envoyé à la cour de Louis XIV par le prince électeur de Worms, et il est venu espionner la cour de Louis XIV. En fait, lui rêvait de créer une pacification entre protestants et catholiques, mais il était très furieux de celui qu'il appelait Jupiter, Louis XIV, Jupiter ne le veuille pas et révoquer l'édit de Nantes. Donc Leibniz, qui rêvait d'une structure métaphysique du monde très complexe, était un espion. Alexandre Kojève, un philosophe pas très connu, mais qui est en train
de le devenir de plus en plus. C'est le philosophe d'origine russe qui a initié Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty et bien d'autres à l'œuvre du grand philosophe allemand Hegel. Eh bien, Kojève, on a redécouvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps un livre qu'il avait écrit, était un adorateur de Staline. En fait, de même qu'Hegel rêvait d'un grand État mondial qui réconcilierait tous les peuples, Kojève, lui, rêvait d'un monde entier dirigé par Staline. Et il a ensuite été haut fonctionnaire en France, et donc c'était un espion. Et puis, il y a encore un philosophe, je me permets de donner un dernier exemple, où là j'ai moins d'éléments, mais je vais justement étudier la question tarder. pour notre croisière, on en parlera plus sur le bateau. Platon, dont on parlait du monde grec il y a un instant avec l'Edmond sacré. Platon, d'abord, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Aristoclès. Platon, c'était un surnom, ça veut dire le large, ce qui était très bon en lutte. Donc, ce n'était pas seulement un grand intellectuel, c'était aussi quelqu'un qui savait aller au contact, comme on dit. Platon, c'est quelqu'un qui a écrit des ouvrages, une grande philosophie, mais ennemi de la démocratie grecque. Platon détestait la démocratie grecque. Platon avait une mère qui était de la famille de Solon, l'un des fondateurs de la démocratie athénienne, mais un père qui descendait des rois de Sparte. Et en fait, Platon, il a pris le parti de Sparte. Dans son œuvre, dans sa vie, il a toujours été entouré de partisans de Sparte. Et d'ailleurs, si vous prenez les titres de ses ouvrages, c'est tous des gens qui étaient pour Sparte. Critias, Phèdre, Alcibiade, c'est des gens qui étaient du côté des non-démocrates, traditionnalistes, partisans d'un ordre rigoureux, contre cette démocratie athénienne qu'ils jugeaient déraisonnable et chaotique. Et donc, moi, je me suis demandé si Platon n'était pas un espion spartiate. Je n'en ai pas encore la preuve, mais il est certain que le procès de Socrate lui a servi de manifeste pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie athénienne qui va condamner ces plus grands philosophes. Donc il y a des philosophes espions, pas seulement dans mon esprit, il y en a, je vous en parlerai, et ce n'est pas un hasard parce que, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui font de la philosophie essayent un peu de se faufiler dans les méandres du réel, essayent de chercher la petite bête, de trouver les secrets cachés depuis l'origine du monde, et donc ils sont tous un peu espions. Et puis pour terminer, ce qui sera évidemment fascinant, c'est que l'espion, c'est un peu le nerf invisible de la guerre géopolitique, mais un nerf quand même, bien qu'invisible. Nous serons sur des territoires passionnants concernant la grande histoire, tous les enjeux géopolitiques. Donc ce sera aussi évidemment l'occasion d'en parler. Moi, j'ai un personnage qui m'a toujours beaucoup intéressé, qui est né sur la Baltique, Vladimir Poutine. Il est né à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. C'est un espion qui, effectivement, cette ville qui était pour Pierre le Grand la fenêtre ouverte sur l'Europe. Et Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a toujours fait de la politique et de la géopolitique, mais par les outils de sa formation, c'est-à-dire l'espionnage. Et c'est pour ça que la Baltique, aujourd'hui, est devenue un enjeu géopolitique énorme. C'est devenu, comme on dit, un lac de l'OTAN, mais c'est aussi un lac où loge cette ville que nous ne visiterons pas, qui est Saint-Pétersbourg, et qui est la ville natale de Vladimir Poutine. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cet ensemble de pays fascinants, c'est que s'y joue quelque chose où l'espionnage a un rôle prépondérant. Donc je crois que pour beaucoup de raisons philosophiques et géopolitiques, la Baltique, c'est quand même l'endroit idéal pour parler d'espionnage. Et simultanément, c'est un territoire extrêmement romanesque. Et en plus, on voit des images depuis tout à l'heure, pendant que vous parlez, Michel Etchaninov, c'est magnifique. Ça ouvre l'esprit, les yeux et le cœur. Merci, un grand merci à vous, beaucoup. Michel Etchaninov, pour cet échange. Je reprends mon dossier. Peut-être, Michel, un tout petit mot. C'est effectivement toujours un enjeu majeur. C'est parfaitement safe. Ah oui, totalement, totalement. C'est-à-dire que c'est pas un territoire de guerre, c'est un enjeu géopolitique très important, mais évidemment, c'est non seulement parfaitement safe, mais comme vous le disiez, Marie-Madeleine, on pourrait aller voir la tombe de Kierkegaard à Copenhague. Voilà, c'est-à-dire que Kierkegaard, qui n'était sans doute pas un espion, mais il y a quantité aussi d'enjeux. Enfin, en fait, c'est un lieu de mémoire philosophique. Kant a vécu à Königsberg, voilà, Riga, Tallinn, ce sont des villes. Voilà, pour moi, c'est une zone que j'apprécie depuis toujours. Un de mes grands-pères était de Saint-Pétersbourg. C'est une zone voilà, qui me fascine. Et je crois qu'effectivement, c'est un lieu de visite extraordinaire. Merci beaucoup. Cher Aymeric,
Oui, où allons-nous? Alors, j'attends mon anti-sèche derrière. Ah non, c'est pas ça, là. Dans l'ordre. Eh ben, on va le prendre dans cet ordre-là. Alors, ah, voilà. Moi, j'en étais là, en tout cas. Merci à la technique. J'étais effectivement sur le Nouvel An musical et gastronomique d'exception au château de Massillon. Donc, évidemment, nous sommes à la fin de cette année, 31 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Et évidemment, quand, comme nous toutes et nous tous, nous nous intéressons à l'histoire, on se rêve tous châtelain, eh bien, c'est un rêve que vous pourrez exaucer avec Intermed, puisque ce château de Massillon est entièrement privatisé pour Intermed à l'occasion de ce nouvel an. Alors, ce château de Massillon, c'est un château qui est à une quarantaine de minutes, excusez-moi, au nord d'Avignon, donc au cœur de la Provence, au cœur d'un domaine d'une dizaine d'hectares. C'est un château qui a été construit à la demande d'Henri II pour Diane de Poitiers. Diane de Poitiers qui n'y a jamais mis les pieds puisqu'elle avait d'autres centres d'intérêt, mais enfin où nous-mêmes nous pourrons nous rendre. C'est vraiment un lieu idéal. Vous aurez tous les sens sollicités par ce nouvel an d'exception. D'abord, évidemment, la musique, puisque vous pourrez assister à 2 concerts du Festival Rosa Musica, festival impulsé par le Quatuor Girard, qui sont une fratrie de jeunes musiciens extrêmement talentueux et extrêmement accessibles aussi, avec lesquels vous pourrez échanger. Et ce Quatuor Girard, précisément, au cours de ce séjour, vous réservera dans un vignoble un concert privatif uniquement donc pour nos voyageurs d'Intermed. Oui, c'est assez exceptionnel. Vous m'emmenez, Émeric? Ah bah écoutez, je pars avec vous, Marie-Madeleine. Non, le lieu est formidable. Vous aurez également 2 conférencières intermèdes, Barbara Lepêcheux et Émilie Cassantini, qui partageront avec vous les richesses de la Provence. Évidemment, son histoire avec les impressionnants vestiges de l'Empire romain à Nîmes, avec le musée de la Romanité, avec les arènes, avec la Maison Carrée. Vous entrerez dans les intrigues, on ne quittera pas beaucoup l'espionnage, mais de l'enclave des papes, évidemment, hein, que vous découvrirez. Et puis on aura aussi le bonheur d'être reçu au château de Simiane à Valréas. Vous savez, c'est le château qui appartenait à la petite-fille de Madame de Sévigné, celle qui va faire publier ses lettres. Donc nous sommes dans une architecture extraordinaire du XVIIe siècle et un achèvement au XVIIIe siècle. Et puis, nos conférencières intermèdes aussi partageront avec vous les traditions provençales. Évidemment, la crèche. Hein. Nous sommes dans le cycle de Noël. Lorsqu'on est Nouvel An, vous savez, ça commence avec Noël, ça se termine avec l'Épiphanie. On est juste au milieu. Donc, si nous pouvons accéder, et nous le souhaitons, à Notre-Dame de Nazareth, nous verrons une des plus belles crèches provençales qui existent. Et puis, ce cycle de Noël, je suis un grand gourmand, hein, celles et ceux qui ont déjà voyagé avec moi le savent, c'est évidemment le moment des 13 desserts provençaux. Vous saurez tous sur ces 13 desserts de Provence. La gastronomie est un atout important de ce voyage. Je n'ose pas dire la cerise sur le gâteau, ce serait galvaudé, mais en tout cas c'est l'idée, puisque au château de Massillon, vous avez un restaurant gastronomique, vous avez des dégustations qui sont prévues à Baume de Venise, à Gigondas. Je me liquéfie sur place. Au domaine de Pied-Blanc, oui, là où le Quatuor Girard vous donnera ce concert extraordinaire. Et puis, vous visiterez Richeranche, la capitale de la truffe noire. Et j'arrête là parce que je vais pleurer. Vous serez en pleine saison de la truffe noire. Bon séjour de Nouvel An à Massillon avec Intermed. Vous m'avez achevé, là. Alors, je suis bien dans le même ordre que vous. Merci pour la technique. Donc là, Stockholm avec Stéphane Bern, évidemment, c'est la magie de Stockholm l'hiver. Nous sommes du 3 au 6 janvier 2026. Donc, nous aurons l'avantage de voir cette ville qui est extraordinaire l'hiver et d'être accompagné par Stéphane Bern. Je dis vraiment d'être accompagné parce qu'il est prévu que Stéphane Bern prononce 2 conférences. L'une sur l'extraordinaire itinéraire de Bernadotte, qui, vous le savez, est un petit Béarnais qui
avec ce mouvement de l'histoire, eh bien, va devenir maréchal de l'Empire, puis roi de Suède, et dont la famille, vous le savez, hein, règne toujours aujourd'hui sur la Suède. Seconde conférence prévue par Stéphane Bern, eh bien, la vie extraordinaire d'Alfred Nobel, de l'invention de la dynamite jusqu'à la création du prix Nobel, cette saga Nobel. Mais évidemment, le rôle de Stéphane Bern ne s'arrête pas à 2 conférences. C'est quelqu'un qui, sur nos voyages, est extrêmement présent. Il fait en général les visites avec vous. Vous avez des temps d'échange avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement accessible. Je ne veux pas le survendre, mais ce garçon est vraiment prodigieux. Il est très chaleureux, vraiment. Il est très chaleureux. Donc ce sera évidemment un séjour haut en couleur. Nous verrons la vieille ville, évidemment, de Stockholm, le musée Vasa, hein, c'est ce musée consacré, je vous le disais tout à l'heure, à ce navire étonnant avec ses 64 canons qui, le jour de son lancement, eh bien, a sombré. Nous aurons également, nous visiterons le musée Viking. Nous parlions de mythologie tout à l'heure. La mythologie scandinave est un tout autre domaine, mais également un domaine qui a été entièrement réinventé au XIXe siècle, hein, comme on a pu le faire, ou en tout cas le revoir pour la mythologie grecque. La mythologie scandinave, elle, on n'avait pas de source écrite. Donc on a été très à l'aise pour tout réinventer au XIXe siècle. Et puis nous visiterons Drottningholm, qui est toujours la résidence privée de la famille royale suédoise, qui est une architecture extraordinaire. C'est un château qui se situe sur une île, qui est une architecture des XVIIe et XVIIIe siècle, avec évidemment le côté baroque, le côté rococo, le côté gustavien. Le côté gustavien, c'est le côté qui va s'approcher pour nous plus ou moins du style directoire, hein. Et ce sera une visite extraordinaire où nous pourrons même accéder au petit théâtre baroque de l'architecte Adolf Krantz, qui a été bâti en 1766. Et en plus, j'accompagne le voyage. Formidable. Je partirai avec vous. Ensuite, nous allons aborder, si vous le voulez bien, l'Arabie Saoudite. Oh, c'est formidable, on est parfaitement dessus, avec Christian Macarian. C'est un voyage qui est organisé en partenariat avec Radio Classique, évidemment. Christian Macarian, que vous connaissez certainement, hein, et qui vous présentera cette Arabie Saoudite, eh bien, à la fois berceau du monde arabe et puissance mondiale incontournable aujourd'hui. Vous irez de ce site extraordinaire d'Aloula. Je vous invite vraiment à faire ce voyage, ne serait-ce que pour aller à Aloula, qui est une des plus grandes richesses patrimoniales de l'Arabie saoudite. Christian Macarian, évidemment, accompagne ce voyage, hein. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment donc sur cette zone politique. Il est également un très grand journaliste et il sera évidemment intarissable sur les enjeux politique et géopolitique que représente aujourd'hui la péninsule arabique. Donc Christian vous rejoindra à Aloula. Il prononcera 2 conférences, l'une, je l'ai dit, sur le berceau du monde arabe, l'autre sur la puissance actuelle de l'Arabie saoudite. C'est un voyage événement qui est limité à 2 groupes d'environ 25 personnes. Et je ne vois pas mes collègues d'intermède, mais je crois qu'il est presque complet. Donc si vous êtes tenté par cette destination, je vous invite vraiment à vous y inscrire prochainement. Autre voyage que je souhaitais vous présenter, Marie-Madeleine, toujours avec Stéphane Bern. On a dit tout le bien qu'on pensait de lui, et cette fois-ci à Barcelone. Alors, Hervé Lafont me disait, c'est quand même inattendu, parce que, vous le savez, hein, Barcelone n'est pas une ville royale. Et effectivement, il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de saga. Oui, mais c'est Stéphane Bern qui est royal. Stéphane Bern sera royal, effectivement, par lui-même, puisque nous commémorons le centenaire de la disparition de Gaudi. Donc, c'est le moment d'aller à Barcelone. Et Stéphane Bern
a une affinité très particulière avec cette ville qu'il aime beaucoup. Donc c'est lui qui vous présentera avec les conférenciers d'Intermed le modernisme catalan et l'art nouveau espagnol. Ce sera aussi l'occasion de découvrir, au-delà de Gaudi et des modernistes catalans, qui sont aujourd'hui les fers de lance du tourisme à Barcelone, la richesse extraordinaire de cette ville qui a des racines extrêmement profondes et extrêmement riches. Je pense aux Visigoths, je pense évidemment aux Arabes, je pense aux Mozarabes, je pense aux Juifs qui ont fui les persécutions du califat de Cordoue. Donc une diversité culturelle qui l'a certainement amené d'ailleurs à être, comment dirais-je, le contrepoint de la monarchie castillane. Au contraire, vous le savez, à Barcelone, il y a plutôt un art du compromis et comment dirais-je, une tradition pactiste, une tradition du compromis. Eh bien, c'est ce que vous pourrez découvrir autour et avec Stéphane Bern du 4 au 7 juin 2026. Et puis, Impression Soleil Levant, une croisière événement sur la Seine à l'occasion du centenaire de la mort de Claude Monet. C'est vraiment une croisière qui a été conçue par Intermed à l'occasion de cet anniversaire, de cette commémoration, puisque c'est le décès de Claude Monet. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps, tu me surveilles. Hein? Tout va bien. Tout va bien, d'accord. Tu commences à me dire ça. Je t'écoute avec passion. Donc, évidemment, le titre, c'est Impression Soleil Levant, hein, cette toile peinte au Havre, datée 1872, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amatrices et d'amateurs d'art ici. On présume qu'elle a plutôt été peinte en janvier 1874 et qui marque évidemment la naissance du mouvement impressionniste, cette impression Soleil Levant, et puis, comment dirais-je, qui marque aussi cette recherche obsessionnelle de la lumière chez Claude Monet, mais aussi évidemment Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley. Donc vous aurez cette croisière à bord d'un navire privatisé de Paris à Rouen, eh bien, à la recherche de l'histoire de ces impressionnistes, de leurs œuvres et des paysages qui les ont inspirés de ce fleuve, la Seine, qui nous est familière et qui a été cette source d'inspiration inépuisable pour la saga impressionniste. Nous aurons, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant comment se passent les voyages événements, une destination, un thème, la destination Paris à Rouen, le thème la Seine des impressionnistes et évidemment des personnalités qui seront là pour nous éclairer. Nous aurons l'extraordinaire Dominique Bonnat, académicienne, biographe de Berthe Morisot en particulier, qui sait communiquer avec beaucoup de passion sa connaissance de ce monde des impressionnistes et qui sait faire vivre ces héros d'une manière remarquable. Et puis, immense philosophe, immense critique d'art, Yves Michaud, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui a dirigé l'école des Beaux-Arts de 1989 à 1997. Donc, Madame Bonnat et Monsieur Michaud seront avec nous pour cette croisière. Il sera présent, Yves Michaud, pendant toute la croisière. J'ai maintenant à vous présenter, oui, le Mékong. On fait des bons extraordinaires avec Intermed. Alors après, je vous rassure, hein, d'abord, Intermed est une maison extrêmement sérieuse et évidemment, j'accompagne Stockholm, je n'accompagnerai pas le Mékong. Hein. Nous avons chacune et chacun nos spécialités, nos dilections, les choses qui nous inspirent. On les partage d'ailleurs comme on les vit. Donc le Mékong, néanmoins, même sans moi, extraordinaire croisière d'Angkor à Saïgon, avec
un des esprits les plus brillants, les plus fulgurants, les plus étonnants qui soient, vous aurez la chance d'être accompagné donc par Pascal Bruckner. Et impertinent, j'ajouterais. Oui, et impertinent. C'est un régal de lucidité, de drôlerie, parfois de cynisme. Il partagera donc avec vous cette croisière, bien au rythme de ce fleuve de la vie, avec un certain nombre d'escales entre le Cambodge et le Vietnam. Évidemment, nous aurons l'occasion d'aborder l'histoire coloniale. Nous aurons l'occasion d'aborder de grandes figures comme Marguerite Duras, évidemment. Et puis, également, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui, eh bien, les enjeux géostratégiques de cette Asie. Pascal Bruckner vous présentera 3 conférences, le mythe de l'Orient salvateur, le bouddhisme sentimental en Occident. Ah, ça, je demande à voir. Avec Pascal Bruckner, Vraiment, je demande à voir. J'envie celles et ceux qui vont pouvoir assister à cette conférence sur le bouddhisme sentimental en Occident. Je n'en connais pas la teneur. Mais je sais déjà qu'il sera sans pitié. J'allais dire, ça sent le vitriol. Ça sent le vitriol. Évidemment, il abordera également l'utopie chinoise et cambodgienne à la fin du XXe siècle, le temps suspendu. Et puis, autre chose, comme sur la croisière en Grèce, il y aura des ateliers sur la mythologie. Et bien sur cette croisière sur le Mékong, nous aurons avec nous Sonia Fertchak, qui est essayiste, romancière, mais qui est surtout l'enseignante historique de l'école d'écriture Les Mots, et qui vous proposera bien, de transcrire l'émotion que vous crée cette région, cette navigation sur le Mékong à travers des ateliers d'écriture. C'est une très belle innovation d'intermède. Et je crois que j'ai fait mon tour du monde. Et c'est formidable que vous terminiez sur l'écriture, Émeric, parce qu'on va accueillir un écrivain, un voyageur, un pénitent. C'est Olivier Weber qui va nous rejoindre et qui va venir nous parler de sa manière de voyager. Olivier Weber, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Émeric, on vous retrouve dans un instant avec volontiers. D'autres. J'ai tenu mon temps. Vous étiez parfait. Parfait. Je vous laisse ma montre, Monsieur Weber. On dirait que vous avez avalé une montre, Émeric. C'était parfait. Bonsoir, merci. À tout de suite. Bonsoir Olivier Weber. D'abord un grand merci d'être avec nous ce soir. Olivier Weber, écrivain, voyageur, je viens de le dire, ancien ambassadeur itinérant pour l'ONU, grand reporter de guerre. Vous êtes lauréat du prix Albert Londres. Vous avez été lauréat également du prix Joseph Kessel, dont vous êtes aujourd'hui le président, que vous remettez chaque année au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Prix de l'aventure également. Vous êtes engagé dans plusieurs associations humanitaires. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, essais, romans, documents, mais aussi de films, documentaires pour le cinéma, la télévision. Vous avez voyagé, vous êtes allé partout. Et si vous le permettez, avant d'échanger, je voudrais lire quelque chose tiré justement de votre dictionnaire amoureux de l'aventure, publié aux éditions Plomb en 2024, si je ne m'abuse. Féru de voyage dès le plus jeune âge, je ne pouvais concevoir d'accomplir le rêve sans quelques viatiques solides et lourds, les livres dans le sac. Rêve d'enfance, oui. Combien d'élans voyageurs ont-ils engendré ces songes et chimères par des pages dévorées la nuit, romans et récits, le réel et l'imaginaire se mariant pour la plus grande gloire de l'aventure. Combien de désamarrages heureux ou malheureux, mais l'essentiel étant de lever les voiles, écrire et voyager, dans cet ordre comme dans l'autre, fut le vœu prononcé dès l'enfance à l'orphelinat d'Alsace, puis dans la maisonnée de berger qui m'accueillit adolescent dans les Alpes, dans le dénuement et l'horizon haut, c'est-à-dire dans la définition du bonheur. Dans la définition du bonheur, le dénuement et l'horizon haut, c'est une manière de voyager. Il y en a plein des manières de voyager, Olivier Weber. J'ai lu cet extrait qui nous donne une petite idée de comment tout commence, c'est-à-dire de ce que je comprends aussi par la littérature, au-delà d'un certain désir de liberté. Mais on peut dire qu'il y a 1000 manières de voyager.
Oui, oui, bien sûr. Et d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous et puis de pouvoir rêver aussi avec toutes ces images et cette profondeur historique formidable que permet la connaissance, la rencontre et les conférences. Oui, mille manières, parce que il y a justement le côté historique, il y a le côté géographique, cette volatilité à travers les frontières et que nous permettent les voyages d'aujourd'hui. Et puis le temps, moi je suis vraiment un défenseur de la lenteur. Alors c'est vrai qu'on est tous, vous et nous deux, on peut se considérer comme étant surinformés. Il y a des milliards de données chaque jour qui nous assaillent ou qu'on peut se procurer. Et quel est le filtrage à travers cela? On est donc assommé par cette surinformation, puis en même temps on est quelque part sous-informé. Et pratiquer l'éloge de la lenteur, c'est formidable, et surtout dans le voyage. Et donc, il y a dans la géographie, mais je crois beaucoup aussi dans une portion du temps de chaque jour, méditer, être seul, se recueillir, lire justement. Je pense que lire, une manière de voyager aussi formidable. Vous disiez tout à l'heure, voyager, écrire ou écrire, voyager. Je ne sais toujours pas aujourd'hui dans quel sens. Et si c'est pas voyager pour écrire ou l'inverse. Et ce partir, revenir que permet aussi ce ne sont pas des métiers, ces vocations que sont voilà, le fait d'écrire et d'être écrivain voyageur, on va dire. Eh bien, oui, voilà, c'est une sorte de distorsion dans le temps, dans l'espace, et c'est magnifique. Et moi, je pense que le voyage n'est pas fini pour tout le monde, au contraire. Et je suis très, comment dirais-je, ému de voir aussi des jeunes qui voyagent. Là, il se trouve que je reviens de la Kirghizie. Vous savez, c'est un pays qui est au fin fond de la route de la soie. En fait, c'est au début des nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, le président chinois. 114 pays, 1100 milliards de dollars. Un pays magnifique, la Kirghizie, Kirghizistan, parce que nous sommes entre 2000 et 7000 mètres d'altitude. Et donc, c'est vraiment un pays très sûr, d'ailleurs, pour le voyage. Et là, on est sur la route de la soie. Et la route de la soie, c'est la rencontre, pour moi. C'est ce que j'appelle l'esprit de la route de la soie. En fait, c'est l'esprit de Marco Polo. Vous savez, sur cette route de la soie, il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Grand Festin de l'Orient, qui va de Venise, justement, à l'Asie centrale. Et c'est tiré d'un vers un peu déformé, on va dire, de Goethe, qui avait écrit ça à la manière des poètes persans en 1815, à la faveur de la paix en Europe, sur le Rhin, quand Napoléon était déchu et que l'Europe se recomposait. Eh bien, c'est l'esprit de Marco Polo, en fait, puisque dans ces, comme on dit en persan, caravansérail, c'est aussi un terme ottoman, caravansérail, qui sont encore aujourd'hui existants sur la route de la soie, distant à peu près de 40 km. Pourquoi? C'est une journée de marche, des caravaniers, et le soir, ou bien avant le soir, pour éviter les bandits et les manants de grands chemins, on s'enfermait dans les caravansérails pour échanger du lapis lazuli, vous savez, cette pierre un peu magique bleue d'Afghanistan, connue depuis les pharaons. On échangeait de la damasquine de Damas, de la mousseline, ce tissu de Mossoul, de la soie, par définition, sur la route de la soie, mais aussi des idées, des portions de croyances, des préceptes philosophiques entre différentes religions. Et je crois beaucoup à cette manière de voyager, de la rencontre humaine, en fait. Oui, voilà, en fait, vous êtes en train de nous décrire ce qu'on essaye, nous, de faire ici avec Intermède, c'est-à-dire, bien sûr, de voyager, d'aller voir des choses avec ses yeux, mais aussi de porter en soi le voyage. Parce que finalement, c'est ce que vous dites, vous qui écrivez, qui lisez quand vous voyagez, il y a un deuxième voyage qui se passe intérieurement pendant qu'on fait un déplacement géographique, que j'allais dire, il y a un déplacement vertical qui se fait en soi, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. J'ai un ami qui était mon cadreur. Cadreur, en fait, c'est caméraman en Afghanistan. Alors, je suis très fier parce qu'il est devenu réalisateur entre-temps, puis il est monté jusqu'à au Sundance du défunt Robert Redford. Il a reçu un prix et puis il a représenté son pays aux Oscars. Et il disait, donc on a fait plusieurs films sur la route de la soie. On est rentré en Iran, on est allé en Turquie, en Afghanistan, etc. Et puis, il parle très bien français, évidemment. Il dit, la route de la soie, c'est aussi la route de soi. Effectivement, il y a ce côté élévation intérieure. On part aussi pour soi, donc on part pour un enrichissement. C'est comme lorsqu'on est non pas en souffrance, mais en effort. Si vous faites de la randonnée, vous faites une marche en montagne, vous arrivez à un col au sommet, évidemment on souffre un peu, on a envie de manger, on a envie de boire, etc. On boit en chemin quand même, évidemment, mais on arrive en haut du col, on arrive en haut du sommet, et là on est récompensé de la vue, du paysage. Et ce paysage, pour moi, il est terrestre, il est aussi humain. Donc oui, c'est la magie du voyage. Il y a un grand écrivain voyageur qui est suisse, en fait, qui s'appelait Nicolas Bouvier, que je vous encourage à lire, y compris L'usage du monde. Et
il parlait de ce partir-revenir. Il disait qu'être écrivain voyageur, c'est à la fois partir 6 mois et en même temps s'enfermer 6 mois, ce qui est un peu schizophrénique. C'est ce que je fais moi, soit dans ma montagne, soit pas très loin d'ici, à Bastille, devant un mur blanc pour ne pas être déconcentré au-dessus de chez moi. Mais il disait surtout, on ne sait jamais si c'est le voyage qui vous fait ou s'il vous défait. Il dit la vraie route vous essore et vous rince, comme une machine à laver, grosso modo. Et c'est magnifique parce que, pour répondre à votre question, oui, je crois qu'on sort toujours grandi d'un voyage par la connaissance, par la culture, par l'historique et aussi par la magie de la rencontre. Je vais même prendre un exemple plus concret, parce que vous avez publié un livre en 2021 qui s'intitule « Au royaume de la lumière », un voyage en Himalaya. Et c'est un voyage que vous faites avec un ami qui a la particularité d'être aveugle. Et là, c'est extraordinaire. Alors, il ne l'a pas toujours été, mais choisit de faire ce voyage avec vous. Alors, je passe sur le fait que vous-même, vous avez eu des problèmes de santé, vous partez avec un poumon pas tout à fait adapté pour faire un voyage en Himalaya, vous décidez de partir quand même. Mais ce qui est absolument frappant, c'est de se dire, quelqu'un qui va se mettre à l'épreuve d'un voyage qui n'est quand même pas forcément simple et qui ne voit pas, que va-t-il chercher dans ce voyage ? Oui, c'était un voyage magnifique. Alors, moi, j'ai eu l'accident le plus stupide de ma vie en rentrant d'un tournage au Mexique avec les Indiens Taromaras, cher au poète Antonin Artaud. On est en pleine montagne et puis on se fait arrêter, menacé de mort 3 fois par le cartel de Los Pochis, d'El Chapo, qui est Guzman, le fameux trafiquant de drogue qui s'était évadé en quad de sa prison, donc avec un réseau souterrain construit par ses fidèles trafiquants devant l'Éternel. Et moi, j'ai eu un accident en rentrant à Paris, juste après en vélo, sur une piste cyclable. Vous vous rendez compte, voilà, comme quoi... que ça ne sorte pas du théâtre de gymnase, hein, vraiment, ça reste entre nous, évidemment. Et voilà, et donc j'étais pas sûr de pouvoir repartir 4 mois plus tard en Himalaya. C'était un voyage de longue date qui était pour un film pour France 5 et un autre documentaire, 2 documentaires pour la chaîne Voyage, avec cet ami. Alors c'est un type très bien parce qu'il est né le même jour que moi, le 12 juin, mais pas la même année. Et on se connaît depuis longtemps. On était parti sur le lac Baïkal, donc il est aveugle, lac Baïkal, en plein hiver, 70 cm de glace. On est monté dans les monts Ramardaban à ski, alors aveugle, donc il faut un guide à chaque fois. Bon là c'était son fils qui est guide haute montagne de Chamonix et médecin, donc ce qui est utile. Et là on est parti pour un peu parler de résilience. Lui, Gérard, parce qu'il a perdu la vue, c'est un pharmacien qui à 40 ans a été atteint d'une rétinite pigmentaire, donc la rétine s'est déformée ou altérée. Et moi, parce que bon, c'est vrai que les reportages de guerre, on n'en sort pas tout le temps indemne. Hein. Alors moi, je ne suis pas là pour parler de moi, c'est vraiment pour parler des autres. Et dans mes livres et mes romans, c'est cela. Mais bon, on s'est dit par amitié, on va partir, et ça sera l'objet d'un film. Et en fait, le livre s'est fait presque naturellement. Alors je prends beaucoup de notes la nuit. C'est presque comme un pèlerinage philosophique, en quelque sorte. Oui, beaucoup, par la méditation, par la lenteur aussi. Alors d'abord, Gérard est un homme extraordinaire parce qu'il a 2 associations pour les jeunes, parce qu'il dit ce que j'ignorais, que 90% des aveugles du monde entier ne sortent pas de chez eux. Alors je dis, bah oui, ils ont peur de tomber avec une canne. Non, pas du tout. Ils ont peur du regard des autres. Vous vous rendez compte un peu de la honte, grosso modo. Donc il incite les jeunes dans les favelles à Rio de Janeiro ou à Bamako ou ailleurs, en France, à Strasbourg, à sortir de chez eux. C'est formidable. Donc très engagé, on l'appelle l'aventurier aveugle. Je l'ai fait rentrer à la Société des explorateurs français, d'ailleurs. Et alors, ce sont des gens hypermnésiques, c'est-à-dire qui ont toute leur mémoire et qui, lui, enregistraient tout la veille, l'avant-veille, des guides. Donc j'avais 3 guides. Alors c'est très chic pour ce voyage qui est au fin fond du Népal. Et moi, quand j'étais étudiant, jusqu'à mon doctorat, je faisais beaucoup de montagnes. Mais je suis allé plusieurs fois en Himalaya, mais on ne pouvait pas rentrer dans ce petit royaume tibétain, raccroché ou rattaché au Népal, s'appelle le Mustang, qui ferait plaisir au Dalai Lama et que Mathieu Ricard, son traducteur et ami, c'est un de mes amis, connaît très bien, parce que c'est un Tibet sans la répression chinoise, où vous pouvez aller dans les monastères, on peut sortir la photo du Dalai Lama, sa sainteté, sans être arrêté, etc. etc. On peut pratiquer la langue tibétaine et bien sûr le bouddhisme. Ce petit royaume, qui est donc pas tout à fait indépendant, parce qu'il est sous autorité népalaise, était interdit à tout étranger quand j'étais jeune. Et Gérard y avait été 2 fois. Alors, avant d'être aveugle, évidemment. Et j'ai dit, bah, écoute, on va se raconter l'un et l'autre notre Mustang. Et moi, surtout, je lui ai dit, je vais te raconter les paysages que tu ne vois plus. Voilà, on est déjà dans le récit dans le récit, en fait, le voyage dans le voyage. Voilà, et la méditation aussi, parce que quand vous êtes à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude, à 5005, on doit être à 60% d'oxygène en moins, donc on ne parle plus, on est seul, surtout pas parler, sauf si on est encordé pour des questions techniques, mais on se parle le soir et au petit matin au bivouac, et donc on est dans la solitude
et la lenteur quelque part, c'est magnifique. Et surtout j'allais dire la décérébration, parce que le cerveau est presque un légume, on pense au minimum, et là j'ai pris beaucoup de notes, c'est comme ça que 2 livres sont nés, dont le livre, non après c'était sur le Lot-C, c'était il y a 3 ans, un an plus tard, sur un glacier pour un autre livre sur le poète Gérard de Nerval. Et donc avec Gérard c'était extraordinaire, parce que c'est pas moi qui lui ai raconté les paysages. Vous savez ce qui s'est passé? Exactement le contraire. C'est lui qui m'a réinventé les paysages. Il me dit, parce que nous, les aveugles, on extrapole, on réinvente, on est dans l'hypersensoriel, hypermnésie également avec l'hyper-mémorisation, etc., etc. D'ailleurs, c'est très énervant parce que je lui disais, Gérard, à quelle altitude on sera demain soir? 4753 mètres, il savait tout. Gérard, à quelle heure le soleil va se lever demain matin? 8h22, etc., etc. Puis à un moment, on était sur un pont, vous savez, c'est des ponts un peu branlants, donc avec un précipice. Là, on devait être à 3000 mètres d'altitude. Et donc, il ne fallait pas regarder en dessous. Et un pont de singe, comment dire. Alors, je dis, Gérard, il savait tout, parce qu'il avait tout, encore une fois, mémorisé de nos 3 guides, dont un tibétain, de Chine, qui avait fui d'ailleurs sous les balles chinoises quelques années plus tôt. Et alors c'est très chic, le prince du Mustang, qui était notre guide de haute montagne, etc. Alors donc Gérard me répond, bah oui Olivier, c'est 225 mètres, et d'ailleurs je préfère ne pas voir. C'était assez drôle. Et donc c'était une sorte de pèlerinage, effectivement, et le livre, qui n'était pas un livre au départ, parce que c'était des notes, j'en ai parlé au directeur de la collection Terre Humaine, dirigé donc et créé par Jean Mallory, dont les premiers opus ont été Très Triste belle Tropique, collection. voilà, de Claude Lévi-Strauss. Et j'étais accueilli parce que ce sont des considérations très courtes, d'une page à 2 pages en sous-chapitre, sur le voyage, justement, sur la lenteur, sur l'amitié, sur la résilience. Et j'ai voulu faire ce livre. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit avec Gérard, on va être totalement isolé sur le toit du monde, donc dans cet enclave, parce qu'il faut faut marcher 1 mois à peu près. On passe sous des montagnes, parce qu'il y a 4 Annapurna qu'on laisse à droite, donc à l'est, dont un de 8000. Et sur l'est, le Dhaulagiri à 8000. Alors, on n'est pas monté à 8000, mais on est passé en bas et on est monté ensuite pendant 1 mois. Et donc, on est dans la solitude, on est dans la lenteur. Et ça, c'est un site à la méditation. Et je trouve ça beau dans quelques voyages qu'on puisse faire. Il y a toujours un moment où on peut s'isoler, le soir ou la nuit, par la lecture ou simplement par la contemplation, qui est aussi une phase de la méditation. Et ça, c'est important que nous nous retrouvions comme cela le soir, face à nous-mêmes et face à la beauté du monde. Et puis, il y a aussi la partie de la rencontre avec l'altérité, avec l'autre. Parce que j'imagine, et j'ai toujours en tête votre ami qui ne voit pas, mais ça ne l'empêche pas d'être en contact, un contact choisi. Quand le temps du silence et de la méditation est terminé, on échange. Et là, on n'a pas besoin d'avoir des yeux, il suffit d'avoir de l'imagination, des oreilles et d'avoir envie de partager quelque chose. Donc, soit avec vous, mais aussi peut-être avec des gens que vous avez pu rencontrer. Oui, absolument. Et c'est fascinant. Moi, je rêve, alors j'ai fait quelques documentaires, mais je rêve qu'un réalisateur s'empare dans un docu-fiction un documentaire fiction, donc de la question de la cécité. C'est extraordinaire, parce que ce sont des peintres qui recomposent. Et il y a quand même... Alors, ce sont des aveugles qui ont perdu la vue. Il y a 3-4 jours, un ami avec lequel on s'entraînait aussi en montagne avant de partir en Sibérie, qui est un jeune aveugle, qui est champion du monde du marathon pour aveugles. Il a fait les 20 km de Paris. Il y a eu un grand papier dans le Figaro sur lui, il s'appelle Clément Gasse. Il est Asperger, donc hypermnésique. Et il est statisticien, tenez-vous bien, à l'INSEE. Vous vous rendez compte, il est aveugle. Là. Et lui, c'est un brailliste, il est aveugle de naissance. Et il dit, je m'entraîne avec vous en montagne, c'était dans les Alpes, mais je n'irai pas avec vous en Sibérie, parce que si je gèle mes doigts, c'est un début de gelure, je ne peux plus travailler. Quoi. Et c'était fabuleux, parce que, justement, on était dans ce voyage intérieur, et on a commencé à s'entraîner dans les Alpes et dans les Pyrénées, et avec Gérard Muller, à un moment, au bout de 3-4 jours en ski de randonnée dans les Alpes pour nous entraîner pour la Sibérie, on a eu à 6h du matin, après le bivouac, sur le mont Pourri, qui est à 3000 mètres en Haute-Savoie. Donc, tout d'un coup, après du brouillard pendant 2-3 jours, un éclair de soleil qui apparaissait violet à 7h du matin, donc sur le sommet. Et on était plusieurs avec des guides de haute montagne de Chamonix. Et je prends le bras de Gérard, je dis, regarde Gérard, magnifique, le soleil arrive. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais je suis désolé, je ne me rappelais plus que tu ne voyais plus. Et Gérard me dit, mais c'est pas grave, au contraire, parce que tu penses que je vois et tu sais que je suis là. Et je trouvais ça magnifique comme réponse, parce que c'est pour répondre à votre question, il y a la présence humaine, et ça c'est très important. Et pour finir, il y a un seul bémol, il me dit la seule chose, nous les aveugles qui ne sont pas de naissance, qu'on perd, et c'est tragique, c'est le souvenir du visage de l'être aimé. On peut se rappeler
la montagne dans les Alpes, on peut se rappeler d'un palais à Katmandou, on peut se rappeler d'une vallée dans le Haut-Mustang, mais le visage s'estompe. Voilà. Mais il y a un engagement, il y a un Il y a militantisme un pour les autres qui est engagement, et magnifique. puis il y a l'imaginaire. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps de parler de votre ami, parce que c'est l'imaginaire qui se met en place. Et c'est l'imaginaire aussi qui est déclencheur de voyage, en quelque sorte. Vous avez écrit un autre livre qui s'appelle Ma vie avec Gérard de Nerval, avec Nerval, cet immense auteur, poète, dont la géographie intime est une source de désir de voyage. Est-ce que Gérard de Nerval, c'est un auteur que vous découvrez très jeune, et pourquoi, quand on vous propose cette collection, puisqu'il s'agit d'une collection, vous choisissez de raconter votre vie par le prisme de Gérard de Nerval qui, je cite, disait « Je voyage pour vérifier mes rêves ». Oui, alors c'est un auteur que j'ai lu très tôt. Je remercie ceux qui m'ont mis tous ces livres entre les mains à 8-9 ans, dans les orphelinats. Je ne suis pas orphelin, mais je passais par des centres d'accueil et des internats. Et puis la République a été gentille avec moi, donc m'a donné des bourses jusqu'à San Francisco pour un doctorat. Mais je lisais beaucoup. Et à 8-9 ans, donc, je lisais Conrad, Cervantes, Goethe et Nerval. Et Nerval, c'était extraordinaire parce que cette énigme, je voyage pour vérifier mes rêves. Et puis un autre vers, c'était de Nerval, ce poète donc, qui est du début du 19e. Je passais ce matin dans ce paysage magnifique, automnal, sur les quais de la Seine. Je m'arrête toujours, je suis émerveillé par ces paysages. Face nord, comme on dit, en montagne, de l'île Saint-Louis. L'hôtel de Pimodan, ça doit être au 17 quai d'Anjou, donc face nord, pratiquement à l'hôtel de ville. C'est l'ancien hôtel de Baudelaire, qu'on appelle l'hôtel de Pimodan, mais qui était l'hôtel des hachichins. Et Nerval en faisait partie, mais il détestait le hachiche. Il avait été Théophile Gautier, son camarade de lycée Charlemagne, juste en face, etc. Et Nerval écrivait l'épanchement du songe, donc du rêve, dans la vie réelle. Et ça correspond à l'autre vers, donc je voyage pour vérifier mes rêves. Et moi, tout petit, je me suis dit, je vais faire comme eux, comme Goethe, comme Cervantes et comme Nerval, non pas écrire aussi bien, mais voyager pour vérifier ses rêves. Des rêves, voilà, c'est un peu un oxymore, mais dans le romantisme allemand, chez Goethe et chez Novalis et autres poètes ou grands dramaturges allemands, Goethe traduit d'ailleurs par Nerval, il y a ce qu'on appelle Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, c'est très difficile à traduire. Moi, je traduis cela par la nostalgie du lendemain. Ce n'est pas du tout une nostalgie triste, une nostalgie d'évocation d'un passé qui est révolu par définition, d'ailleurs que enseigne très bien le bouddhisme, vivons dans l'instant présent, mais une nostalgie ou une attente de l'espérance, du lendemain. Et je trouve ça magnifique et la poésie nous permet ça. Donc, alors ce qui n'est pas très raisonnable, c'est que ça s'est produit là aussi. Enfin, c'est un livre qui a été concocté en hypoxie aussi, en très haute montagne, en dessous de l'Everest, là sur le glacier du Lhotse. Et je m'étais en retard mon expédition, donc c'était il y a 2 ans et demi. Et un ami aussi de haute montagne, un guide, parce que j'enlevais mes gants, je prenais des notes, et le livre est né comme ça parce que, voilà, par décantation, sont revenus, non pas des souvenirs, mais des préceptes et des vérités historiques, on va dire entre guillemets, sur la raison du voyage et la raison du rêve. J'ai appelé ça dans un roman l'enchantement du monde. Ça nous permet de réenchanter le monde. Et la poésie nous y incite. Alors je pars avec beaucoup de livres, au détriment de vêtements souvent. Ça pèse lourd un livre, mais il y a toujours Nerval à l'intérieur. Quel est peut-être, y a-t-il un ouvrage, élément déclencheur pour vos premiers voyages? Parce que là, on a évoqué à quel point c'était source d'inspiration pour prendre la route. Mais est-ce qu'il y a un auteur ou un ouvrage en particulier qui vous fait comprendre que l'aventure est possible, et sous toutes ses formes? Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et on va y revenir, vous avez voyagé de plein de manières différentes. Oui, alors, pareil, très jeune, le Quirote, donc le Don Quichotte de Cervantes. J'ai écrit un roman sur Cervantes qui s'appelle Le Barbaresque parce qu'à 27 ans, il est kidnappé au large de Marseille par les pirates barbaresques d'Alger. Il connaît donc une très belle prison dorée, on va dire, puisque Alger, 100 000 habitants à l'époque, avait 25 000 captifs. Donc soit on atterrissait dans les galères, avec la chourme, comme dans Astérix et les galériens, avec une espérance de vie de 6 mois, soit on était Hidalgo, donc prince de rançon, comme l'Hidalgo, donc le chevalier de Cervantes, parce qu'on savait qu'il valait 500 ou 600 ou 800 écus d'or. C'était d'ailleurs une rançon qui était souvent amenée par des prêtres et des missionnaires dominicains. Et donc il connaît une vie dorée pendant 5 ans à Alger, avec des
geôliers qui sont, c'est pas des geôliers, étaient dans un palais, qui sont des anciens chrétiens convertis à l'islam. Et donc le Don Quichotte, que j'ai lu pareil à 8-9 ans, m'a dit, voilà, il faut partir, il faut voyager aussi. Et puis Goethe aussi, à peu près au même endroit, au même moment. Et après, il y a eu Jack London, il y a eu Conrad, il y a eu Joseph Kessel aussi. Dont vous avez d'ailleurs fait un dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, qui est peut-être l'un des princes des écrivains voyageurs. Mais je me disais, il y a un élément déclencheur qui est la littérature, mais ensuite il y a les différentes formes de voyage. Je le disais, reporter de guerre, humanitaire, ambassadeur itinérant. On ne voyage pas de la même manière à chaque fois, pas du tout avec la même intention, pas du tout avec le même état d'esprit, évidemment pas du tout avec les mêmes moyens. Est-ce qu'on se prépare différemment selon le voyage que l'on fait ? Oui, bien sûr. Bien sûr, puis en même temps, il y a une vérité intrinsèque, qu'on soit ambassadeur de France, comme j'ai été pendant 5 ans, et, ou qu'on soit écrivain ou écrivain grand reporter, c'est cette dimension humaine. Et puis bien sûr, en ce qui me concerne, un côté empathie, peut-être pas de compassion, il ne faut pas être compassionné avec tout le monde. Comme disait Stefan Zweig, la pitié est dangereuse, la compassion peut être dangereuse aussi, on ne s'appartient plus, mais enfin bon, vive ce que disait un autre ambassadeur, non, il n'était pas ambassadeur, il a été chargé d'affaires et consul général, donc ambassadeur dans un pays, dans l'État, dans l'Union des États américains, qui s'appelle la Californie. C'était Roman Katsev, qui était polonais, en fait, c'est Romain Gary. Et il disait à un moment, on ne s'appartient plus, et vive le dédoublement, vive le détriplement de personnalité. Pourquoi avoir une seule vie quand on peut en avoir 100 par procuration? Oui, c'est un peu ça. Alors c'est en même temps périlleux, effectivement, mais... Voilà, il y a une dimension humaine. Moi, quand j'étais ambassadeur de France, je n'ai pas osé dire non parce que la République était très gentille avec moi. Donc, quand Marianne, cette belle femme, est venue toquer à ma porte, j'ai dit oui tout de suite. Enfin, j'ai lu quand même 2 livres dans la nuit, dont à nouveau la bio. J'ai remercié Dominique Bonnat, qu'on a vu tout à l'heure, de Romain Gary. Je me suis dit, bon, il faut aller vers le Quai d'Orsay. Et j'ai dit aux amis, parce que je connaissais pas mal d'ambassadeurs, ce sont eux qui m'ont fait venir, Jean-Christophe Ruffin à Dakar et Daniel Rondeau à Malte et à l'UNESCO, qui sont devenus académiciens. J'aurais dit, je vous préviens, si je défends les droits de l'homme, face à ce qu'on appelle le bloc du refus, donc Chine et Russie en particulier, évidemment, qui détestent tout ce qui est droits de l'homme, je ferai quand même des résolutions avec mes équipes sur les droits de l'homme et les droits de la femme. Et on m'a dit, pas de problème, tu es un électron libre et si on a besoin de se séparer de toi, on le fera. Donc je me suis dit, bon, carte blanche, je peux y aller. Et donc voilà, pour dire que la fibre humaniste, elle est restée là. Et on a fait, enfin c'est pas moi, c'est mes équipes, on était une trentaine de diplomates, juristes, etc., des différents ministères. Quand je partais à New York faire des résolutions, c'est des résolutions magnifiques parce que c'est des résolutions qui défendent les droits de l'homme et les droits de la femme, qui défendent ce qu'on appelle la société civile. Moi, je me faisais fort dans chaque résolution de mettre 2 ingrédients, société civile et droits de l'homme, enfin droits humains. Et donc, évidemment, on était très souvent dégradés, comme on dit, dans les résolutions, qui sont c'est le sujet de ma thèse de droit, donc j'étais assez à l'aise avec ça. Vous savez, une résolution des Nations Unies, c'est estimant que, reconnaissant que, et puis après les opératives, donc en fait les paragraphes opérateurs. Et là, il faut négocier. Donc on descend de 120% à 100%, quelquefois 80%. J'ai même négocié avec des Iraniens sur la question du trafic de drogue, parce qu'il y a ce qu'on appelle le tariaq. Le tariaq, c'est les tariaqis, c'est les consommateurs d'opium. Euphémisme pour ne pas dire héroïne. Ce sont des héroïnomanes, c'est 2,8% de la population iranienne. Vous vous rendez compte, calculé sur 90 millions, on doit être à 2,5 millions, si je compte bien, d'héroïnomanes et même des jeunes filles dans les parcs qu'on laisse tranquille au niveau du Tchadri. Voilà, donc j'ai pu négocier avec eux parce qu'ils étaient intéressés par cela. Et pour répondre à votre question, oui, je crois qu'il y a toujours cette dimension humaniste, même si on est ambassadeur de France. Et puis l'envie, toujours, c'est pour ça que mes 2 autres amis ambassadeurs sont partis du Quai d'Orsay, c'est d'écrire, donc de décrire, d'inventer, de réimaginer, d'extrapoler. Et ça, le roman le permet sous toutes ses formes. Alors justement, là, vous nous décrivez une forme de voyage qui a, malgré le fait que vous étiez un électron libre, un aspect institutionnel malgré tout, puisque c'est quand même encadré. Quand vous partez comme reporter de guerre, est-ce que là, vous êtes, j'imagine, dans un état d'esprit différent? On place le curseur aussi bien d'ailleurs de son empathie que vous évoquiez tout à l'heure, de son rapport à l'autre, de la manière dont on va voyager à des endroits différents. Quand vous partez en guerre, quel est votre état d'esprit? Il y a l'appréhension avant
Et une peur rétrospective, parce que je me dis, je suis en train d'écrire un livre qui a une somme de nouvelles vraies, avec des personnages vrais, ça va, véritables, que j'ai vraiment rencontrés, ça va du fin fond de l'Amazonie au Népal, à la mer de Chine, j'ai fait beaucoup de bateaux, à l'Afrique, aux routes de la soie, etc. Et des personnages incroyables qui sont à la fois des héros et des démons quelque part, donc cette ambivalence. Et pour répondre à votre question par rapport au curseur, oui, alors il y a la peur, il y a le danger, puis une fois qu'on est sur place, c'est presque mécanique, c'est-à-dire qu'on se protège bien sûr, mais on fait très attention pour mieux laisser place aussi à l'émotion, la réception de l'émotion des autres. Il n'y a pas que des victimes, hein. Moi j'ai fait des portraits, des livres, des romans, je suis parti au bout du monde pour des romans, et même pour les romans historiques sur la Méditerranée, dont l'enchantement du monde, mais voilà, on est tout seul, évidemment, et c'est extraordinaire parce que du coup, on rencontre plein de gens parce que on n'est pas dans une équipe de tournage, comme j'ai pu le faire une vingtaine de fois pour la télévision française, espagnole ou allemande, ou pour des documentaires de cinéma, et ça provoque la rencontre. Alors en même temps, on est sa propre agence d'information, sa propre agence de voyage, sa propre agence de sécurité, et il faut faire confiance à personne, même à ce qu'on appelle, vous savez, les stringers en anglais, c'est-à-dire les fixeurs. Ceux qui vous traduisent, etc., parce que j'en parle que 3 ou 4, pas plus. Et, qui vous emmènent rencontrer des gens aussi, j'imagine. Voilà, absolument. Ce sont souvent des amis, ce sont des professeurs, ça peut être des universitaires, ça peut être des journalistes, etc., et qu'il faut payer, et que je rétribue toujours très bien. Mais ce sont des amis, il faut essayer de remettre en question avec un esprit critique ce qu'on vous dit, parce qu'on peut, non pas vous désinformer, mais vous attirer à ce que, évidemment, ce fixeur croit, etc., etc. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est de l'improvisation. Et moi, je m'informe beaucoup, parce qu'à Paris, en France, il y a quand même beaucoup de sources d'information. Il y a beaucoup de représentations diplomatiques. On peut voir aussi des opposants, etc. C'est toujours intéressant, même si on va au fin fond de la Birmanie ou de l'Afghanistan. Et une fois qu'on est au pied du mur, au pied de la frontière, qu'il faut franchir, officiellement ou clandestinement, eh bien, on se fie au sixième sens. Ce n'est plus rationnel, c'est un peu, je dirais pas de l'irrationnel, mais du supra-rationnel, c'est de l'intuitif, c'est de l'anticipatif. Ça m'a sauvé la vie plein de fois, y compris au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, au Kurdistan ou dans les Kurdistans, sur ces 4 pays que composent les zones kurdes, hein, Turquie, Iran, Irak et Syrie. Et voilà, mais bon, si on fait attention, on limite déjà 50% des risques facilement. Quand on voyage comme ça, j'imagine qu'on a l'instinct de survie chevillé au corps, on a les sens alertes pour pouvoir justement éviter le pire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une totale absence de lâcher prise? Et est-ce que ça veut dire que le regard qu'on porte sur le lieu, malgré la vigilance qu'on peut avoir, est malgré tout faussé? Je m'explique. Est-ce que vous êtes déjà retourné sur des lieux où vous vous êtes rendu en tant que reporter de guerre, mais cette fois en temps de paix, en vous rendant compte que vous ne voyez pas les mêmes paysages, ou au contraire, il y a une compatibilité des regards? Oui, c'est une bonne question aussi. Merci de l'avoir posée, comme on dit au ministère des Affaires étrangères. Et oui, parce qu'il y a toujours un peu ce fil directeur qui est son soi intrinsèque, même si on le laisse ouvert à toutes les rencontres. Et oui, donc le regard change, et en même temps, il y a des fils conducteurs, donc il y a des omniprésences. Et moi, ce que j'aime justement, c'est de ne pas être spécialiste. Je suis spécialiste de rien, même si j'étais de nombreuses fois dans les pays qui sont l'Italie, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, une bonne partie de l'Afrique aussi. Non, je préfère tout remettre à zéro, les compteurs à zéro. C'est pour ça que je suis allé, après mon poste d'ambassadeur, et je suis allé pendant 2 ans écrire un livre qui s'appelle Frontières au pluriel. Je démarre en montagne entre l'Iran et l'Irak, 2 pays montagneux, et en compagnie d'Hemingway, de Rimbaud, de Goethe, de Cervantes, je fais plein de rencontres, en passant par l'Amazonie, le Pakistan, la frontière afghane, la Turquie, le Maroc, et j'arrive en bas de chez moi, enfin en bas de ma vallée, je suis à moitié niçois par ma mère, la vallée de la Roya, mes côtés italiens. Et c'était grosso modo, dessinez-moi une frontière. Vous les humanitaires, souvent des femmes locales, vous les trafiquants, vous les douaniers corrompus, vous les policiers véreux, etc. Et puis bien sûr ces grands amis, ces grands frères que sont les écrivains que je viens de citer. Et j'ai laissé de côté ma thèse de droit international qui portait justement sur les frontières. Et parce que voilà, je me suis dit, j'ai envie qu'on me raconte ce qui se passe aux frontières. Michel Ilchaninov parlait tout à l'heure aussi de l'espionnage dans la Baltique. Et quand vous avez, quand on est agent secret, un autre regard évidemment. Et quand vous avez 2 pays, pays A, pays B, vous avez une frontière. La frontière est presque une entité
c'est presque un pays à part, parce que les services secrets ont d'autres rapports, parce que les États font en sorte que ces frontières ne soient jamais hermétiques. Il n'y a pas de frontière naturelle. Toute frontière est une frontière politique, une frontière négociée, ou une frontière issue d'un rapport de force, une guerre, etc., etc. Je parlais du Rhin au temps de Goethe, qu'il descendait en 1815 à la faveur de la paix. Il était très amoureux à l'époque d'ailleurs. Magnifique Goethe à 68 ans, qui s'est fait traduire les poètes persans, Hafez, Ansari, etc. Et voilà, c'est pour dire que j'ai tout laissé tomber, mon modeste savoir, ma modeste pratique d'ambassadeur de France itinérant, pour écouter les autres. Et c'était magnifique, c'était magnifique. Voilà, j'ai eu plein de remises en question, et que je partage aussi avec Pascal Bruckner, qui a écrit un livre qui s'appelle La Tour de Babel, sûrement qui est aussi un éloge des frontières quelque part. Il ne faut pas abolir les frontières. Je finirai là-dessus. C'est un peu un contresens, mais quand j'écris ce livre, je finis en bas de ma vallée côté italien, avec Nietzsche d'ailleurs. Et je passe par le Maroc, et grâce à un ami qui est le consul à Tanger, qui est devenu ambassadeur ensuite, il me dit va à tel endroit dans le Djebel. Je suis allé dans le Djebel en pleine nuit avec des migrants. Et j'ai passé pas mal de temps avec eux. Et dans ces montagnes, à 1200, 1300 mètres d'altitude, on voyait l'Europe, le vieux continent, Algésiras, l'Espagne, les Lumières, etc. Et je disais, mais alors vous, pourquoi vous passez, pourquoi vous voulez partir, etc. Un voulait faire des études, l'autre voulait avoir la démocratie au Sud-Soudan, etc. Et j'ai dit, vous franchissez la frontière, bien sûr, clandestinement, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez des frontières? Ils me disent, on les respecte. Et ils me disent à plusieurs de ces migrants francophones, vous avez dans votre pays un mouvement en France qui s'appelle No Borders, qui prône l'abolition des frontières. Et ce sont eux qui m'ont dit ça, et pas moi. Si on plaide l'abolition des frontières, c'est le règne du plus fort qui l'emportera. C'est Poutine, c'est le dictateur de l'Érythrée, que j'ai connu, moi, très jeune, pour ma thèse, d'ailleurs, justement, Isaias Afewerki, qui est un des pires dictateurs au monde, après les standards de Human Rights Watch, Amnesty International, etc., etc. Et ces jeunes qui voulaient passer les frontières pour des mobiles plutôt nobles, hein, donc voilà, essayer d'acquérir un savoir, devenir médecin, nourrir leur famille, etc., qu'on pense ce qu'on veut de la migration, mais se plaidoyer pour les frontières dans leur bouche en disant on les passe, mais on les respecte, il faut qu'elles existent. C'est formidable. Ce sont des étapes, en quelque sorte. Est-ce que vous arrivez encore, Olivier, à voyager en lâchant complètement prise, en ayant sans objectif? Le titre cette soirée, c'est Sublime vagabondage. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans l'esprit d'un vagabond privilégié, on va dire? Oui, 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 je crois que c'est une maladie incurable, docteur, je suis désolé. Le vagabondage et puis l'envie à chaque fois de se partir, revenir. Évidemment, j'ai la chance de pouvoir écrire, ce qui soulage aussi quelquefois pour le reportage de guerre, mais c'est une toute petite partie de mes activités. Mais oui, 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 j'ai toujours envie de partir, c'est la bougeotte. Et puis, pas la quasi-certitude, mais pas loin, qu'il y a des choses à raconter pour les autres, y compris dans des romans d'ailleurs, y compris dans des romans historiques. Je parlais de L'Enchantement du Monde, qui est un livre qui commence à Venise au XVe siècle, avec un très grand peintre, que le peintre Bellini. Moi, je reviens de Venise, j'y retourne pour des conférences dans 2-3 semaines après Beyrouth. Et le peintre Bellini, c'est une histoire vraie que j'ai romancée, va à Istanbul voir le sultan ottoman qui vient de conquérir Constantinopolis, comme on dit en grec, aux chrétiens byzantins. C'est un type très intelligent, Mehmet II, qui parlait 6 langues, dont l'hébreu, dont l'arabe, dont le grec, dont le latin, etc., outre l'ottoman et le persan, et qui a voulu se faire représenter, ce qui est totalement haram, interdit en ottoman, en turc donc, il voulait se faire représenter à son image. Il fait demander donc ce peintre très connu, Bellini. Et c'est un tableau qui existe à la National Gallery à Londres, qui est tout petit d'ailleurs, donc le portrait du sultan Mehmet II, qui faisait trembler tout l'Occident, mais c'était à la faveur de la paix entre Venise et l'Empire ottoman. Et je me suis emparé de cette histoire pour en faire un roman aussi d'amour, d'aventure, un roman sur la Méditerranée. Pourquoi? Parce que c'était pour moi une manière de dénoncer donc tout ce qui est iconoclasme, donc la destruction des images. On voit bien ce que ça a donné en Afghanistan, avec mes amis afghans qui se battent contre ça, justement, encore aujourd'hui, qu'il faut encourager pour continuer l'éducation clandestine en Afghanistan. Et puis, deuxièmement, contre le fondamentalisme que Mehmet II, en tout cas, c'est le romancier qui parle, avait pressenti. Donc, par le roman historique, on peut imaginer donc une dénonciation de ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, vagabonder, parce que c'est aussi rapporter des
des images, j'allais dire, en tout cas des rencontres, des portraits, que ce soit dans le roman, dans le récit, puis même quelque part dans le documentaire. Je vous écoute et je me dis, à chaque fois que je vous parle de voyage, vous me répondez par une histoire, comme si c'était indissociable, que voyager, c'était forcément d'une manière ou d'une autre raconter une histoire, que ce soit en images, que ce soit en roman, récit, documentaire, mais toujours, le fruit d'un voyage est une histoire racontée, transmise. Est-ce que finalement, voyager, c'est pas votre manière à vous de transmettre ? Oui, bah, je crois que donc, j'ai beaucoup reçu jeune par l'éducation, mes études et surtout la lecture. Et vous parliez de cet ouvrage chez Gallimard, Ma vie avec Nerval, donc le directeur de la plus grande collection de poésie au monde, c'est Jean-Pierre Siméon, donc, qui dirige Poésie chez Gallimard. Très grand poète. Alors il est agrégé de lettres, il est très professeur d'université, etc. Et puis il dit, moi je vois arriver des philosophes, des agrégés, des collègues universitaires, etc., qui disent, mais finalement j'aurais voulu écrire de la poésie. J'aurais voulu être poète. Je résume très mal. On a déjà débattu plusieurs fois et dîné plusieurs fois ensemble, mais il ferait un tabac ici ce soir parce qu'il vous raconte ça. Donc c'est l'universitaire qui vous dit, mais finalement, par la poésie, on peut tout réinventer et on peut vous créer, on peut, comment dirais-je, vous transformer de l'intérieur. Et c'est ça aussi la marque de la poésie, la marque des grands livres, que de lire un livre à 10 ans, vous le relisez à 20 ans, vous le relisez à 30 ou à 40 ans, vous aurez 4 lectures différentes. Il n'en va pas de tous les livres, mais je pourrais vous en citer quelques-uns. Au cœur des ténèbres de Conrad, Martin Eden de Jack London, qui est aussi un de mes auteurs préférés, qui était un gifted, un surdoué, comme on dit en américain, alors que lui disait non, pas du tout, moi je ne suis pas surdoué, le talent n'existe pas. Ou alors s'il existe, il est composé de 3 éléments. Je raconte toujours ça dans les townships en Afrique du Sud ou dans nos banlieues ou ailleurs. Donc Jack London disait, il y a 40 livres en 20 ans, il est mort à 40 ans. Donc voilà, en même 18 ans, il a de 22 ans à 40 ans. 3 composantes du talent, le travail et le travail. C'est génial parce que ça veut dire qu'on peut tous s'y mettre, c'est de la sueur. Et c'est notre lot aussi à nous, les écrivains, parce que, alors certes, on voyage 6 mois, 8 mois par an, mais après on s'enferme et je ne veux surtout pas regarder ma montagne ou les toits de Paris à la Bastille, parce que voilà, je veux me concentrer sur le mur blanc, recomposer le monde, puis à un moment... quand on commence à sentir le moisi, voilà, il faut repartir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on raconte dans un roman de vrai qu'on ne raconte pas dans un documentaire ou dans un reportage ? Alors, pour moi, la littérature a pour meilleure définition, mais ça n'engage que moi, une alchimie. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une pelote de laine que vous allez dévider, vous allez tirer, et dedans, il y a de l'histoire, il y a des histoires, il y a des portraits, il y a de vous-même. Je ne plaide pas vraiment pour l'autofiction, mais forcément dans un roman, même historique, il y a de soi-même, et il faut qu'il y ait de soi-même. Comme me disait un ami académicien, oui, vivre c'est écrire, et écrire c'est vivre, il faut vivre pour écrire. Et donc, il n'y a pas de recette stricto sensu. C'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de pages blanches. C'est pas l'angoisse de la page blanche, mais c'est l'attente devant la page blanche. Je peux passer 10 heures sans écrire pas plus de 2 lignes, quelquefois 0 ligne, mais tout d'un coup ça part et voilà, et on se freine parce qu'on se dit j'ai écrit 10 heures, j'ai oublié de voir mes enfants, j'ai oublié de manger, etc. Donc oui, il faut se donner raison pour arrêter l'acte d'écrire, d'être frustré. C'est d'ailleurs un des conseils que donne Hemingway aux jeunes écrivains pour pouvoir revenir à sa table de travail le lendemain matin avec beaucoup d'envie. Oui, mais moi je sous-entendais aussi qu'est-ce qu'on raconte dans un roman qu'on ne peut pas raconter en étant pourtant dans le factuel extrêmement bien documenté. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez le besoin de passer par la fiction pour raconter des choses qui souvent sont peut-être même plus révélatrices que ce que vous avez pu raconter dans un documentaire ? Oui, alors je crois, oui. C'est la liberté ? Tout à fait, c'est la liberté, mais c'est surtout le fait, vous le disiez à l'instant, que la fiction, elle transcende mieux la réalité. Parce que, je peux vous donner plein d'exemples, mais le roman, il explique, il synthétise, il amalgame des personnages, etc. Et dedans, il y a, au-delà du rationnel, du chiffre, de l'histoire avec un grand H, une grande H, comme disait Georges Perec. Il y a votre propre perception. Moi, quand j'étais ambassadeur de France, je me suis dit, mais c'est génial, je vais demander tous les dossiers du monde que je veux, au Quai d'Orsay, au ministère, mais surtout à l'ONU. Et en fait, après, vous êtes rattrapé par une rationalité qui est la raison d'État, ce que décrivait très bien aussi Romain Gary, parce qu'on n'est pas dans les libertés, on n'est plus dans l'anticipation, on n'est plus dans la déduction, on n'est plus dans la mobilité intellectuelle. Et j'ai jamais été aussi heureux, mais aussi, comment dirais-je, au fait de cette rumeur du monde qui a si
sur une montagne avec des paysans au fin fond de l'Asie centrale ou au Vietnam ou au Cambodge, ou à discuter avec des ministres ou des opposants. Parce que là, on est vraiment dans cette humeur, dans cette rumeur du monde. Et le roman l'explique parce que encore une fois, c'est une pelote de laine ou une alchimie qu'on va dévider. Et là-dedans, vous mettez des ingrédients qui sont à la fois rationnels et irrationnels. Et puis alors, le problème après, c'est que les personnages vous échappent, ils font à peu près ce qu'ils veulent à partir de la page 152 Et vous leur ou courez après. 353. Voilà, absolument. Et tant mieux. Et oui, du coup, vous voyagez encore. J'ai peut-être une dernière question, puisque bientôt, Émeric va nous rejoindre pour la deuxième partie de cette soirée. Est-ce que vous nous avez dit que vous emportez des livres avec vous, que vous lisez en voyage? Est-ce que la musique fait partie de vos voyages? Est-ce que vous écoutez de la musique en voyageant? Est-ce que vous découvrez de la musique aussi en voyage? Quel rôle joue la musique dans votre vie? Alors la musique, c'est une lecture, j'allais dire, une architecture extraordinaire qu'aimait beaucoup Claude Lévi-Strauss, qu'on citait tout à l'heure, qui a initié la collection Terre humaine. Mais en même temps, moi j'écoute plutôt à Paris ou dans ma montagne. La musique classique, j'aime beaucoup Chopin et Schubert et Brahms. Et j'écoute à l'étranger, mais je me dis, si je mets un casque, etc., je vais doublement m'isoler. D'abord parce que j'écoute la musique, et même le soir d'ailleurs, parce que le soir, dans les cas-là, on essaye toujours de rencontrer des gens, etc. Et deuxièmement, la musique a une musique en elle, la littérature a une musique en elle. Je suis incapable, par exemple, d'écrire avec de la musique. On a ce débat avec mon ami Pierre Assouline, là, que l'Académie Goncourt, j'ai encore vu avant-hier, lui dit qu'il peut écrire avec la musique. Moi, je dis non, j'ai une architecture différente dans l'ouïe, dans la mémoire, dans le cerveau, lorsque j'écoute de la musique, alors surtout du Mozart. Il ne faut surtout pas écouter du Mozart si on écrit. Et donc voilà, j'évite d'écouter à l'étranger. Par contre, je partage des concerts, évidemment, au fin fond de l'Asie, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, avec des jeunes et des moins jeunes du cru, avec leur musique locale, que j'écoute attentivement, avec beaucoup d'inventivité de leur part. Et je trouve ça extraordinaire. Au fin fond du Maroc, vous avez cette ville qui s'appelle Essaouira. Et Essaouira, vous avez la musique Gnawa, qui est une sorte, enfin, c'est la musique des esclaves du sud de Maroc, avec ce mélange entre population arabe et population noire. Et cette musique, a été modernisée avec du rock, avec des instruments électroniques, et c'est extraordinaire. C'est le chant des esclaves, version rock'n'roll et version Rolling Stone du côté berbère. C'est magnifique. Mais pour répondre à votre question, c'est deux cheminements différents. Là, quand j'écris, j'ai une musique dans la tête. C'est la musique justement des personnages, c'est la musique de la narration, c'est la musique du plan s'il y a un plan. Quelquefois, il n'y a pas de plan. Et donc, c'est quelquefois la musique solo, c'est quelquefois de la grosse caisse qui m'assourdit, c'est quelquefois symphonique, c'est quelquefois du violon. Mais voilà, c'est pour ne pas mélanger les deux. Mais en tout cas, rencontrer les autres avec de la musique, c'est formidable. J'aimerais finir là-dessus parce que et gloire aux femmes, je parlais de la société civile quand j'étais ambassadeur. La société civile, c'est les humanitaires. C'est le sans-frontiérisme qui a été inventé pas très loin d'ici par Médecins sans frontières en 1971. L'avenir du sans-frontiérisme, c'est le Sud. Je peux vous donner des dizaines d'exemples avec souvent des femmes qui créent au fin fond de Madagascar, du Pérou, du Mexique, des ONG avec beaucoup de courage. Et donc j'étais dans une township à Soweto, qui est un bidonville, donc un grand bidonville, mais il y a un quartier très chic dans le township de 3 millions d'habitants. Vous avez vraiment le quartier le plus pauvre, il y a l'équivalent de Neuilly-sur-Seine. C'est très chic au nord de township. Et donc j'étais avec un jeune orphelin de 28 ans, mais qui enseigne par la musique à des jeunes enfants des rues, des jeunes enfants défavorisés, qui enseignent la danse avec la musique pour qu'ils se réapproprient leur corps et la connaissance. Et après, ils les envoient au cours du soir, c'est magnifique. Et ça, voilà, c'est une association aussi menée par des femmes et par Toulani, bon ami. Et voilà, donc ça fait partie de l'espérance dont je parlais tout à l'heure et la magie du voyage et la magie de la rencontre. Ce qui est merveilleux, c'est que vos récits et votre vie même sont une invitation au voyage. Olivier Weber, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir partagé avec nous quelques-unes de vos expériences, et pourtant il y aurait encore beaucoup à dire. Vous savez que la bonne nouvelle, c'est que dans les voyages intermèdes, on n'a pas besoin d'avoir un casque pour écouter de la musique, on la partage avec des musiciens et avec des gens qui s'y connaissent très bien. Je vais demander à Émeric justement de venir nous en parler. Un immense merci Olivier Weber. Et je vous enlève, nous allons quitter la scène sur la pointe des pieds.
Eh bien, après des propos de si haute volée, j'ai peur que mes mots ne tombent comme une bille de plomb sur un plateau d'argent, mais ma foi, il faut présenter maintenant, et grâce à la magnifique transition apportée par Marie-Madeleine, évidemment, les croisières musicales avec intermède et la musicale de Villancourt. Voilà, Dominique de Villancourt, qui est à l'origine immense violoncelliste, hein, le compositeur d'opéra également, qui est à l'origine de ces croisières musicales. Tout d'abord, une croisière sur les pas de Noam. Je pense que certaines et certains d'entre vous ont lu La traversée des temps, lisent encore La traversée des temps, d'Éric Emmanuel Schmitt, le tome 3, hein, c'est dans l'Égypte ancienne, c'est à Memphis, et le héros se trouve là vers moins 1650, dans cette Égypte si fascinante. Et Éric Emmanuel Schmitt a bien voulu partager sa fascination pour l'Égypte antique lors d'une de ses croisières événements entre Intermède et la musicale de Villancourt. Donc, quel est, peut-être que certaines et certains d'entre vous y ont déjà participé, quel est le principe? C'est toujours une destination, toujours un thème, toujours des intervenants et des musiciens, évidemment. Musiciens, poètes, auteurs, critiques musicaux aussi, qui vont partager leurs connaissances et leurs approches. Et c'est un moment toujours, ces musicales de Villancourt, un moment privilégié parce que, évidemment, vous avez les concerts, vous avez les temps d'échange avec, en l'espèce sur le Nil, Éric Emmanuel Schmitt, mais vous pouvez assister également aux répétitions des musiciens, vous pouvez également échanger avec eux, que ce soit au cours des repas, que ce soit après les répétitions. Et Dominique de Villancourt est toujours extrêmement attentif avec toute son équipe à préserver ces moments-là d'échange, parce qu'il n'y a pas simplement une musique à recevoir, il y a échanger autour de comment fonctionne une formation musicale, comment on crée, pour ce qui est de Dominique de Villancourt. Donc voici pour le Nil. Le Nil, évidemment, où vous verrez Assouan, Philae, Luxor, la vallée des rois, la vallée des reines, le site évidemment de Gizeh et bien entendu le grand musée du Caire, hein, ce musée extraordinaire, le premier musée consacré entièrement à une civilisation. C'est donc une croisière sur un bateau qui a été entièrement privatisé, affrété par Intermède, c'est-à-dire que c'est un bateau fluvial. Le Nil est un fleuve, je ne surprends personne. Et donc, c'est 120 places uniquement. Et puis ensuite, donc, les groupes sont constitués par ensemble de 25 personnes. Et vous avez à chaque fois un accompagnateur d'Intermède qui est avec vous. Éric Emmanuel Schmitt est ravi de faire cette croisière. Intermède réalise quelque part un rêve, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit. Vous le savez, hein, c'est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Représentés parce que, vous le savez, il a écrit beaucoup de théâtre. Hein. Ses livres ont été traduits en 48 langues et 50 pays ont régulièrement au répertoire des pièces d'Éric Emmanuel Schmitt. Et puis, pour connaître un peu Éric Emmanuel Schmitt, je vous dirais également que c'est quelqu'un qui aime énormément la qualité d'échange qu'il peut avoir avec son public. C'est à la fois une immense star et quelqu'un de très volontiers accessible. Donc si vous avez envie de ce temps d'échange dans ces paysages somptueux, le paysage lui-même du Nil justifierait cette croisière, et vous aurez donc l'occasion d'échanger avec Éric Emmanuel Schmitt, d'échanger également avec Dominique de Villancourt, d'échanger également avec un plateau très riche. Il y aura notamment Jean-Yves Clément, qui est poète, essayiste, qui est l'organisateur du festival Chopin à Nohant, que vous connaissez certainement pour ceux qui suivent la musique. Il a créé notamment également la maison d'édition Le Passeur. Vous aurez le violoniste
remarquable, qui est Régis Pasquier, et puis Michel Deneuve. Alors Michel Deneuve, c'est formidable de l'avoir avec nous sur cette croisière, et je remercie vraiment Dominique de Villancourt parce que c'est un cristalliste. Un cristalliste, c'est-à-dire qu'il joue sur cet instrument extraordinaire qu'est le cristal bâché. C'est un instrument peut-être que certaines et certains d'entre vous connaissent, le cristal bâché. Oui, oui, certainement. Bon. Eh bien, écoutez, ceux qui le connaissent, c'est une occasion rare d'écouter cet instrument. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est une occasion de le découvrir. C'est un instrument qui fonctionne avec le verre, le métal et l'eau. Donc nous sommes sur des éléments essentiels et qui produit évidemment des sons cristallins absolument extraordinaires. Donc Michel Deneuve sera avec nous et évidemment Dominique de Villancourt, qui est le directeur artistique de cette croisière. Je rappelle qu'il est l'auteur et le compositeur de l'opéra L'Apocalypse d'Icare. Ce voyage sera accompagné, vous l'avez, par Stéphane Godon. Alors je voudrais dire un petit mot de Stéphane également, parce que donc il sera votre sachant sur cette Égypte ancienne. C'est un égyptologue, il est arabisant. Et ce que je trouve fascinant chez lui, parce que ceux qui me connaissent savent que moi je suis plutôt 18e, 19e, eh bien, c'est qu'il est un des plus grands connaisseurs, et en plus, il partage très volontiers ses connaissances de l'histoire de l'égyptomanie. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on s'est passionné pour l'Égypte, à quel moment, dans quel pays. Ce sera donc le rôle de Stéphane Godon. Autre croisière qui vous est proposée, toujours avec Intermède et la musicale de Villancourt, le Rhin. Le Rhin, la destination, on est toujours sur le Nil, mais ça va devrait. Voilà, le Rhin, merci infiniment. Le Rhin, la destination romantique par excellence. Monsieur Weber parlait tout à l'heure de ces livres qui nous marquent, qu'on va lire à un âge, relire à un autre, lire avant un voyage, lire après un voyage. Il vous faut impérativement lire Le Rhin de Victor Hugo avant de partir et le relire après votre voyage. Vous y retrouverez nos principales étapes. Nous serons vraiment là sur les pas de Victor Hugo. Alors Intermède a proposé comme introduction, il y a toute l'histoire de l'Europe dans ce fleuve, des guerriers et des penseurs. Donc ça c'est Victor Hugo, c'est le Rhin. Il y a une phrase chez lui qui me plaît beaucoup plus parce qu'elle a un petit côté truculent. Il dit que le Rhin s'écoule du pays des aigles à celui des harengs. C'est exactement ce que nous allons faire, puisque nous irons de Bâle jusqu'à Amsterdam. Au long de ce cours d'eau, évidemment, nous penserons à la Rhénane, nous penserons de Schumann, nous penserons à Beethoven, à Bonn. Nous aurons des arrêts assez remarquables. Évidemment, Strasbourg, où le clarinettiste Christian Morin, que vous connaissez bien et qui nous accompagnera, nous donnera un concert donc à Strasbourg. Également l'immense harpiste Marielle Nordman et le violoncelliste Nicolas Dautricourt. Donc nous aurons Bonn, je l'ai dit, Strasbourg, Cologne, la cathédrale de Cologne, le tombeau, vous le savez peut-être, vous connaissez les reliques qui sont à Cologne ? C'est une page qui me fascine, on aura l'occasion d'en parler puisque vous le voyez, j'accompagne cette croisière. Eh bien, c'est les reliques des rois mages. Et donc, l'histoire même du culte des rois mages est une histoire en soi. Nous aurons les charmes de Mayence. Nous visiterons également Coblence. Coblence, la ville des émigrés, des opposants à la Révolution française. C'est là que les frères du roi Louis XVI se réfugient pendant la Révolution. Donc une histoire très riche, des paysages exceptionnels. Vous passerez la Loreley, évidemment, et nous aurons évidemment des temps d'échange poétiques, musicaux, avec l'équipe de la musicale de Villancourt. Dernier voyage, une croisière musicale de Nice à Istanbul. Donc évidemment, c'est une croisière en Méditerranée avec en particulier autour de Dominique de Villancourt l'immense pianiste
organisateur également de festival, qui est Jean-Philippe Collard. Nous aurons également au piano Marie-Joseph Jude. Nous aurons toujours au piano Michel Béroff. Nous aurons la chance d'avoir le grand violoniste Gérard Poulet et l'alto Nicolas Gallière. Nicolas Gallière qui est avec nous ce soir. Je vais laisser peut-être le plateau des musiciens s'installer. Cette croisière, ça vous est dit, et c'est accompagné par Agnès Laurie, une des remarquables conférencières d'Intermède, du 23 octobre au 3 novembre 2026. Et maintenant, je vous propose de laisser place à la musique avec Dominique de Villancourt.